Prologue. L'appel de la montagne dans les Hautes-Alpes françaises, où les sommets touchent le ciel et où le silence a le poids de L, éternité. Il existe une tradition aussi ancienne que les montagnes elles-mêmes. Chaque juin, lorsque les neiges d'hiver fondent enfin et que les prairies alpines éveillent en tapis de fleurs sauvages, les bergers montent avec leurs troupeaux vers les alpages. Ces pâturages d'altitude où l'herbe pousse drue et parfumée, où l'air est si pur qu'il semble transparent, où le temps suit un rythme différent de celui des vallées. C'est la transhumance, ce voyage ancestral que les troupeaux accomplissent depuis des siècles, suivant les mêmes sentiers de pierre usés par d'innombrables sabots. Montant toujours plus haut vers les prairies été où ils passeront les mois chauds avant de redescendre en septembre, quand les premiers froids annoncent l'automne. Pierre Mercier avait fait ce voyage 50 fois. 50 étaient passés dans la même alpage, à 2000 mètres d'altitude, dans une cabane de pierre construite par son grand-père. Entourée de prairies qui étendaient comme des océans verts parsemés de fleurs jaunes, blanches, violettes. 50 étaient à vivre selon le rythme des moutons, du soleil, des étoiles et du vent qui parlait dans les herbes hautes. À 70 ans, Pierre était devenu partie de la montagne elle-même. Son visage buriné par le soleil et le vent ressemblait aux rochers gris qui bordaient les prairies. Ses mains, fortes et douces à la fois, connaissaient chaque brebis de son troupeau comme un père connaît ses enfants. Ses yeux, d'un bleu délavé par les décennies passées à regarder des horizons immenses, lisaient le temps dans les nuages et les saisons dans la position des étoiles. Il ne parlait pas beaucoup. Les années de solitude lui avaient appris que les paroles sont souvent inutiles, que la présence silencieuse dit davantage que les discours. Mais quand il parlait, était avec la lenteur d'un ruisseau de montagne, des mots choisis comme on choisit des pierres pour construire un mur, solide et posé avec intention. Cette année, pour la première fois en 50 étés, Pierre ne monterait pas seul à l'alpage. Acte 1. L'arrivée dans les montagnes, le début du voyage était un matin de juin, tôt, quand l'aube colorait encore les sommets de rose et d'or, tandis que la vallée restait dans l'ombre fraîche de la nuit. Le village de Saint-Véran dormait encore, ses maisons de pierre au toit de lauze serrées les unes contre les autres, comme un troupeau contre le froid. Seule la fontaine du village chantait dans le silence, son eau glacée descendant directement du glacier. Pierre était debout depuis longtemps déjà. Les bergers ne dorment jamais tard, leurs corps suivent le soleil, se réveillent naturellement avec la première lumière. Il avait préparé son sac avec les provisions pour été. Farine, sel, café, quelques conserves, huile d'olive, fromage vieilli qui se garderait des mois. Le reste, il le ferait lui-même. Pain cuit dans le petit four de la cabane, fromage frais avec le lait des brebis, herbes cueillies dans les prairies. Les moutons attendaient dans l'enclos, 80 brebis, et leurs agneaux, le vieux bélier gris qui menait toujours le troupeau, quelques moutons castrés qui servaient de guides. Ils connaissaient la routine. Chaque année, le même voyage, la même montée vers les hauteurs, les mêmes prairies, été. Certaines brebis faisaient ce trajet depuis 10 ans. Elles connaissaient chaque virage du sentier, chaque source où s'arrêter pour boire, chaque prairie où l'herbe était la plus tendre. Bella, la chienne de Pierre, une border collie au regard intelligent, noire et blanche, comme les sommets enneigés contre le ciel, tournait autour du troupeau, avec une attention calme, les oreilles dressées attendant le signal. Elle aussi connaissait le chemin, l'avait fait chaque été de sa vie de 6 ans. Était sa 7e transhumance. Et cette année, il y avait Luc, le petit-neveu de Pierre, fils de sa nièce, qui vivait à Lyon. Un jeune homme de 28 ans au visage pâle, aux yeux cernés, aux épaules voûtées par trop d'heures passées devant des écrans. Il était arrivé la veille au soir, descendant d'un train, puis d'un bus, portant un sac à dos qui contenait des vêtements de ville totalement inadaptés à la montagne. « Je ne sais pas combien de temps je vais rester, » avait-il dit à Pierre d'une voix fatiguée. « Peut-être 1 semaine, peut-être 2, je dois juste... » Eignure, éloigné de tout pendant un moment. Pierre avait simplement hoché la tête. Il avait vu ce regard avant, celui de quelqu'un qui fuit quelque chose, qui cherche quelque chose, sans savoir vraiment quoi ni où le trouver. La montagne connaissait ce regard. Elle savait quoi faire avec ses âmes fatiguées. « Tu peux rester, là, été entier si tu veux, » avait répondu Pierre. « Il y a de la place là-haut, et du travail si tu veux travailler. Ou juste de la paix, si c'est ce que tu cherches. » Maintenant, dans l'aube fraîche, Luc se tenait à côté de Pierre, grelottant légèrement dans sa veste trop fine, regardant les moutons avec une expression d'incertitude totale. Il n'avait jamais vu autant de moutons de près.
Il n'avait jamais été dans les montagnes, vraiment dans les montagnes, pas dans les stations de ski avec leurs remontées mécaniques et leurs restaurants d'altitude. Il n'avait jamais été dans le silence. « On y va » dit simplement Pierre. Il ouvrit la porte de l'enclos. Les moutons commencèrent à sortir, le vieux bélier en tête, les brebis le suivant dans un ordre qui semblait aléatoire mais qui ne l'était pas. Les anciennes connaissaient leur place, les jeunes suivaient leur mère, les agneaux bondissaient maladroitement à côté. Le son de leurs sabots sur les pavés du village était comme une pluie régulière, rythmique, apaisant. Bella se plaça à l'arrière du troupeau, guidant doucement les retardataires, empêchant quiconque de égaré dans les ruelles du village. Pierre marchait à côté du troupeau, son bâton de berger dans une main, l'autre main libre, détendue. Il ne criait pas, ne pressait pas, les moutons savaient où aller. Luc suivait, portant son sac à dos et un sac supplémentaire que Pierre lui avait confié, contenant des outils pour réparer la cabane. Ses chaussures de ville glissaient déjà sur les pavés mouillés par la rosée. Il regardait autour de lui, nerveux, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se passe, à ce qu'il y ait des instructions, un plan, une explication. Mais il n'y avait que le son des sabots, le tintement doux des cloches que certaines brebis portaient autour du cou, le souffle régulier du troupeau. Et le silence de la montagne qui commençait à les envelopper alors qu'ils quittaient le village et s'engageaient sur le sentier qui montait vers les hauteurs. La montée, le sentier était ancien, si ancien que personne ne savait vraiment quand il avait été tracé. Peut-être par les premiers bergers qui étaient montés dans ces montagnes, il y a des millénaires, suivant les chamois et les mouflons qui connaissaient déjà les meilleurs pâturages. Le sentier était de pierre usée, lisse sous les sabots de générations innombrables de troupeaux. Par endroits, il longeait des précipices vertigineux, où la vallée s'ouvrait en contrebas, verte et paisible. Par d'autres, il traversait des forêts de mélèzes aux aiguilles douces et vertes, qui bruissaient dans la brise matinale. Les moutons montaient lentement, sans se presser, s'arrêtant parfois pour brouter une touffe d'herbe particulièrement tentante au bord du sentier, puis reprenant leur marche. Pierre ne les pressait jamais. Il savait que presser un troupeau ne le fait pas arriver plus vite. Cela le fatigue simplement, le stresse inutilement. Mieux valait monter lentement, paisiblement, arriver avec des moutons calmes et reposés qu'avec un troupeau épuisé et nerveux. La montée durerait toute la journée. 6 heures de marche tranquille, avec des pauses pour laisser le troupeau boire aux sources qui jaillissaient du flanc de la montagne, eau si froide qu'elle faisait mal aux dents, si pure qu'elle goûtait comme l'air lui-même. Des pauses pour laisser les agneaux téter leur mère, pour compter les brebis et s'assurer qu'aucune ne était égarée, pour simplement regarder le paysage qui changeait à mesure qu'il montait. Au début, Luc trouvait la lenteur frustrante. Il était habitué à la vitesse. Train rapide, internet instantané, repas avalés debout, conversations échangées en marchant. Cette lenteur délibérée, ce refus de se presser, même quand on pourrait aller plus vite, lui semblait contre nature. Mais à mesure que la matinée avançait et que le soleil montait dans le ciel bleu sans nuages, quelque chose commença à changer. Peut-être était-ce la régularité hypnotique du son des cloches des moutons, qui tintait doucement à chaque pas, créant une mélodie sans fin, toujours semblable et toujours différente. Peut-être était-ce l'air de la montagne, de plus en plus pur à mesure qu'il montait, qui remplissait ses poumons différemment que l'air de la ville. Comme si chaque respiration nettoyait quelque chose en lui. Peut-être était-ce simplement l'absence totale de bruit humain. Pas de voiture, pas de klaxon, pas de sirène, pas de conversation téléphonique, pas de musique échappant des magasins, pas de notifications constantes. Juste le son du vent dans les arbres, le gazouillis des oiseaux qui suivaient le troupeau, en espérant attraper les insectes dérangés par le passage des moutons. Le murmure d'un ruisseau qui coulait quelque part invisible, et toujours, le tintement régulier et apaisant des cloches. Pierre ne parlait pas pendant la montée. Il marchait, regardait le troupeau, regardait le ciel, regardait les montagnes autour d'eux. Parfois, il s'arrêtait pour examiner une fleur au bord du sentier, ou pour observer un aigle qui planait très haut dans le ciel, ou simplement pour écouter. Luc ne savait pas ce qu'il écoutait, mais Pierre semblait entendre quelque chose dans le silence, lire quelque chose dans le paysage. À midi, ils s'arrêtèrent dans une prairie à mi-hauteur, où le sentier élargissait et où l'herbe était épaisse et douce. Les moutons se dispersèrent immédiatement pour brouter, profitant de la pause. Pierre sortit du pain, du fromage et du saucisson de son sac. Ils s'assirent sur un rocher plat, encore tiède du soleil de la matinée, et mangèrent en silence, regardant la vallée en contrebas. De cette hauteur,
Le village ressemblait à une collection de jouets, minuscules et fragiles contre l'immensité de la montagne. Au-delà, d'autres vallées se dessinaient, d'autres sommets, couche après couche jusqu'à l'horizon, bleu et gris, et blanc sous le soleil. Était un paysage qui donnait le vertige, pas par sa hauteur, mais par son étendue, par le rappel de combien le monde était vaste et l'homme petit. « C'est toujours aussi silencieux ?» demanda finalement Luc. Sa voix semblait étrangement forte dans le calme, presque une intrusion. Pierre mâchait lentement son pain, regardant les montagnes. « Ce n'est pas vraiment silencieux, » dit-il après un moment. « Il faut juste apprendre à entendre différemment. Écoute. » Luc écouta. Au début, il n'entendait rien. Ou plutôt, il n'entendait rien de ce qu'il reconnaissait comme du son. Mais lentement, à mesure qu'il restait immobile et silencieux, il commença à distinguer les sons. Le vent qui soufflait à travers les herbes hautes, avec un murmure constant. Les cloches des moutons qui tintaient doucement alors qu'ils bougeaient la tête pour brouter. Le gazouillis aigu d'une marmotte quelque part sur le versant rocheux au-dessus d'eux. Le cri d'un oiseau, lointain et clair. Le bruissement de Bella qui se déplaçait entre les moutons vérifiant que tous étaient là. « La montagne parle, » dit Pierre. « Mais elle parle doucement. Il faut être silencieux pour l'entendre. » Ils restèrent assis encore un moment, puis Pierre se leva, épousseta les miettes de son pantalon et siffla doucement. Bella leva immédiatement la tête, alerte. Les moutons, comme s'ils avaient compris un signal invisible, commencèrent à se rassembler, se regroupant naturellement pour la reprise de la montée. L'après-midi continua dans la même paix tranquille. Le sentier devenait plus raide maintenant, zigzagant à travers des prairies alpines où les fleurs sauvages explosaient en couleurs. Gentianes d'un bleu si intense qu'il semblait irréel, renoncules jaunes qui brillaient comme de petits soleils, encolis violettes qui penchaient leurs têtes délicates. Edelweiss blanc et cotonneux dans les endroits rocheux. L'air se rafraîchissait à mesure qu'ils montaient, mais le soleil était chaud sur leurs épaules. Les moutons broutaient en marchant, arrachant des touffes d'herbes savoureuses, leurs mâchoires travaillant constamment, leurs oreilles bougeant pour chasser les mouches. Les agneaux, blindés, énergie malgré la longue montée, bondissaient parfois sur les rochers, jouant entre eux dans des jeux incompréhensibles avant de revenir en courant vers leur mère. Luc commençait à reconnaître certains moutons. Il y avait une vieille brebis avec une oreille pliée qui semblait toujours être à l'avant du troupeau, montrant le chemin. Il y avait un jeune bélier qui éloignait constamment du troupeau pour explorer et que Bella devait régulièrement ramener. Il y avait une brebis avec des jumeaux qui bêlaient constamment, semblant compter ses petits toutes les 5 minutes. Pierre remarqua son attention. « Celle avec l'oreille pliée, c'est Marguerite, » dit-il, désignant la vieille brebis de tête. « Elle a 12 ans. Elle a fait cette montée chaque année de sa vie. Elle connaît le chemin mieux que moi. Si je la laissais, elle monterait toute seule et serait déjà arrivée à la cabane. » Il sourit légèrement. Les autres la suivent parce qu'elle sait où elle va. C'est comme ça avec les moutons. Ils suivent ceux qui ont l'air de savoir. L'arrivée à l'alpage C était en fin d'après-midi quand ils atteignirent enfin l'alpage. Le sentier émergea soudainement d'un dernier virage entre les rochers, et là, étendant devant eux comme un rêve devenu réel, se trouvait une prairie alpine immense, ondulante, verte et dorée sous le soleil qui commençait à descendre vers l'horizon. L'herbe montait jusqu'aux genoux, épaisse et luxuriante, remplie de fleurs sauvages de toutes les couleurs. Des ruisseaux couraient à travers la prairie, leurs eaux cristallines chantant sur les pierres. Au loin, des sommets enneigés se dressaient contre le ciel, majestueux et éternels. Et au centre de la prairie, construite contre un affleurement rocheux qui la protégeait des vents dominants, se trouvait la cabane de pierre. Elle était simple, presque primitive. 4 murs de pierre sèche empilés sans mortier, un toit de lauze grise, une petite cheminée, une seule porte en bois massif, 2 fenêtres étroites. Mais elle avait la solidité de quelque chose qui avait résisté à 100 hivers, la permanence de la montagne elle-même. Les moutons, sentant qu'ils étaient arrivés, accélérèrent le pas, se dispersant dans la prairie avec des bêlements de satisfaction. Commençant immédiatement à brouter l'herbe fraîche, avec un appétit renouvelé. Bella se coucha à l'entrée de la prairie, langue pendante, surveillant le troupeau avec ses yeux vifs. Pierre s'arrêta un moment, regardant la scène avec une expression de satisfaction profonde. Était le même moment chaque année, l'arrivée à l'alpage, le retour à la maison était, le début d'une autre saison de paix dans les hauteurs. Il prit une profonde inspiration de l'air de montagne, si pur qu'il semblait qu'on pouvait le boire.
On est arrivé, dit-il simplement. Luc regardait autour de lui avec des yeux écarquillés. Il n'avait jamais vu un endroit comme celui-ci, si vaste, si sauvage, si complètement éloigné de tout ce qu'il connaissait. Pas de route, pas de bâtiment autre que la petite cabane, pas de lignes électriques, pas de son de civilisation. Juste la prairie, les montagnes, le ciel, et le silence absolu brisé seulement par le tintement des cloches des moutons et le chant des ruisseaux. Était magnifique. Était terrifiant. Était l'endroit le plus isolé, où il avait jamais été. Pierre ouvrit la porte de la cabane. À l'intérieur, était sombre et frais après la chaleur du soleil. L'odeur était celui de la pierre, du bois, de la fumée ancienne. Il y avait une pièce unique, avec un lit de bois dans un coin, un autre lit plus petit dans l'autre coin, une table et 2 chaises, un petit poêle à bois pour cuisiner et se chauffer, des étagères sur les murs, avec des provisions de l'année précédente. Pierre laissait toujours des conserves, du sel, des choses qui ne périssaient pas, quelques ustensiles de cuisine suspendus à des crochets, une lampe à huile sur la table. Était spartiate. Était suffisant. Tu prendras ce lit, dit Pierre, désignant le plus petit. Je vais faire du feu et préparer à manger. Va chercher de l'eau au ruisseau, il y a des bidons contre le mur extérieur. Remplis-en 3. Luc prit les bidons et sortit. Le ruisseau le plus proche coulait à peut-être 50 mètres de la cabane, dévalant le versant de la montagne en une série de petites cascades. L'eau était si froide qu'elle faisait mal aux mains, si claire qu'on pouvait voir chaque pierre au fond. Il remplit les bidons lentement, regardant l'eau couler, écoutant son chant constant. Quand il revint à la cabane, de la fumée montait déjà de la cheminée. Pierre avait allumé un feu dans le petit poêle et faisait chauffer de l'eau pour le café. Il avait sorti du pain, du fromage, quelques pommes de terre qu'il commençait à peler. « On mange simple ici, » dit Pierre. « Pommes de terre, pain, fromage, parfois des œufs si les poules de la vallée ont bien pondu avant notre départ. De temps en temps, je fais du fromage avec le lait des brebis. Mais surtout, on mange ce qui se conserve, ce qui est simple à préparer. On ne vient pas ici pour la cuisine raffinée. » Ils mangèrent alors que le soleil se couchait derrière les sommets, peignant le ciel en orange, rose, violet, rouge, des couleurs si intenses qu'elles semblaient impossibles. Le troupeau S était installé pour la nuit, les moutons se couchant dans l'herbe en groupe, se serrant les uns contre les autres pour la chaleur. Bella faisait sa ronde, vérifiant chaque section de la prairie, s'assurant que tous étaient présents. Après le dîner, Pierre sortit s'asseoir sur un rocher devant la cabane, fumant lentement sa pipe, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Luc le rejoignit, s'asseyant sur un rocher voisin, ne sachant pas vraiment quoi faire d'autre. « Pas de télévision, » dit Pierre avec un petit sourire. « Pas d'internet, pas de téléphone, juste le ciel et les étoiles. »« Ça ne te rend pas fou ?» demanda Luc. « D'aïe, être ici tout seul tout l'été, sans rien à faire ?» Pierre tira sur sa pipe, exhalant lentement la fumée qui monta en volute dans l'air calme. « Tout seul ?» dit-il. J'ai 80 moutons, un chien, les montagnes, le ciel entier. Je ne suis pas seul. Il regarda Luc. Et il y a beaucoup à faire. Observer le troupeau, c'est un travail à plein temps. Lire le temps. Déplacer les moutons vers l'herbe fraîche. Réparer les clôtures. Surveiller pour les prédateurs, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup ici. Faire du fromage. Entretenir la cabane. Observer la montagne. Observer la montagne ? La montagne change constamment, dit Pierre. Les nuages se forment différemment chaque jour. La lumière change à chaque heure. Les fleurs fleurissent et fanent. Les oiseaux migrent à travers. Les marmottes construisent leurs terriers. Les chamois traversent parfois la prairie la nuit. Si tu penses qu'il n'y a rien à observer, c'est que tu ne sais pas encore comment regarder. Les étoiles devenaient de plus en plus brillantes maintenant, couvrant le ciel d'un bout à l'autre. Luc n'avait jamais vu tant d'étoiles. À Lyon, la pollution lumineuse cachait tout sauf les plus brillantes. Mais ici, sans une seule lumière artificielle à des kilomètres à la ronde, le ciel était un tapis de lumière, dense et infini. La Voie lactée, dit Pierre, pointant le ruban pâle qui traversait le ciel. On la voit clairement d'ici, chaque nuit sans nuages. Les anciens bergers utilisaient les étoiles pour savoir quand descendre de la montagne. Quand certaines constellations atteignent certaines positions au-dessus de certains pics, c'est le signal que l'automne approche. Ils restèrent assis en silence, regardant les étoiles,
écoutant le vent doux dans l'herbe et les cloches occasionnelles d'un mouton qui changeait de position dans son sommeil. L'air se rafraîchissait rapidement maintenant que le soleil était couché. À cette altitude, même en été, les nuits étaient fraîches, parfois froides. « Tu devrais dormir, » dit Pierre finalement. « On se lève avec le soleil ici. Le corps s'habitue vite, pas besoin de réveil quand la lumière te réveille naturellement. » Luc entra dans la cabane, se glissa dans le lit étroit. Le matelas était dur, rempli de laine de mouton, mais étrangement confortable. Il entendait Pierre bouger dehors, faisant un dernier tour pour vérifier le troupeau, parlant doucement à Bella. Allongé dans l'obscurité, Luc réalisa qu'il ne pouvait pas vérifier son téléphone, pas de signal, et de toute façon, il l'avait laissé éteint dans son sac. Il se sentit soudain déconnecté, coupé du monde, comme s'il flottait dans l'espace. Était déstabilisant. Mais en même temps, alors qu'il écoutait le vent et les cloches des moutons, et le ruisseau qui chantait quelque part dans l'obscurité, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis longtemps. Quelque chose comme la paix, quelque chose comme le calme, quelque chose comme le silence intérieur qu'il avait cherché sans le savoir. Il s'endormit au son des cloches, dans la montagne éternelle, sous les étoiles innombrables, entrant dans le rythme ancien que les bergers connaissaient depuis des millénaires. Acte 2. Apprendre les rythmes de la montagne. Le réveil avec l'aube. Luc se réveilla sans savoir où il était. Il faisait encore sombre, mais une lumière grise commençait à filtrer à travers les petites fenêtres de la cabane. Il n'y avait pas de son d'alarme, pas de circulation, pas de voix. Juste le tintement doux et régulier des cloches des moutons qui avaient commencé à bouger avec la première lueur de l'aube, et le chant d'un oiseau quelque part à l'extérieur, clair et mélodieux dans le silence matinal. Le lit de Pierre était vide, déjà fait avec soin. Luc pouvait entendre des bruits venant de l'extérieur. Le craquement du bois, le murmure de la voix de Pierre parlant à Bella. Il se leva, étira, et sortit dans l'air frais du matin. Le spectacle lui coupa le souffle. Le soleil n'était pas encore levé au-dessus des sommets à l'est, mais le ciel était peint en dégradés de rose, d'orange, de violet pâle. Les montagnes se découpaient en silhouettes sombres contre cette lumière qui grandissait. La prairie était couverte de rosée qui scintillait dans la lumière croissante, transformant chaque brin d'herbe en une perle de cristal. Une brume légère flottait au-dessus du ruisseau, se dissipant lentement à mesure que l'air se réchauffait. Les moutons étaient déjà debout, certains broutant, d'autres étirant de cette façon particulière que les moutons ont, arquant leur dos et secouant leur laine épaisse. Les agneaux sautaient déjà, pleins d'ailes, énergie matinale, jouant à se poursuivre entre les touffes d'herbe. Bella était assise près du troupeau, vigilante mais calme, ses oreilles dressées, tournant la tête régulièrement pour scanner la prairie entière. Pierre était accroupi devant la cabane, alimentant un petit feu de camp qu'il avait construit dans un cercle de pierre. Une bouilloire était suspendue au-dessus des flammes, commençant déjà à chanter doucement à mesure que l'eau chauffait. « Bonjour !» dit-il sans se retourner, comme s'il avait senti la présence de Luc. « Tu as bien dormi ?»« Comme un bébé !» répondit Luc, et quand Luc était vrai. Il ne se souvenait même pas être endormi. Un instant il regardait l'obscurité, l'instant d'après était l'aube. Pas de réveil en pleine nuit, pas de rêve agité, juste un sommeil profond et sans rêve, comme il n'en avait pas connu depuis des mois. « L'air de la montagne ?» dit Pierre. « Il fatigue le corps différemment que le travail de bureau. Et le silence permet au cerveau de vraiment se reposer. » Il versa de l'eau bouillante sur du café moulu dans 2 tasses métalliques, tendit une à Luc. Le café était fort, presque amer, mais réchauffant. Ils le burent lentement, assis sur les rochers, regardant le soleil émerger enfin au-dessus des sommets, inondant soudainement la prairie de lumière dorée qui transforma tout en or. L'herbe, les fleurs, la laine des moutons, les pierres de la cabane. Le tintement des cloches changea avec la lumière du soleil, devenant plus clair, plus musical, comme si les moutons aussi sentaient la transformation de la nuit au jour. « Écoute comment les cloches sonnent différemment maintenant, » dit Pierre, comme s'il lisait les pensées de Luc. Le matin, l'air est frais et clair. Les sons portent loin et résonnent clairement. À midi, quand il fait chaud, l'air devient épais, les sons deviennent plus sourds, plus doux. Le soir, quand l'air refroidit à nouveau, les cloches sonnent différemment encore, plus profondes, plus résonnantes. Si tu écoutes attentivement, tu peux dire l'heure de la journée, juste par le son des cloches.
Luc écouta. Était vrai. Les cloches avaient un son cristallin maintenant, presque comme des carillons, tintant avec une clarté qui portait à travers toute la prairie. Il n'aurait jamais remarqué cela si Pierre ne l'avait pas signalé, mais maintenant qu'il écoutait, était évident. Il y a tant de choses qu'on ne remarque pas, dit Pierre, quand on ne prend pas le temps d'observer. La montagne enseigne l'observation, parce qu'ici, tout compte. La direction du vent peut signaler un changement de temps. La façon dont les moutons broutent peut indiquer s'ils sentent un prédateur. La position des étoiles indique la saison. Mais il faut ralentir assez pour observer. Après le café, ils mangèrent un petit déjeuner simple, pain de la veille, trempé dans plus de café pour le ramollir, avec du fromage et une pomme. Pierre expliqua que le pain durcissait vite à cette altitude où l'air était sec, mais qu'un peu de café ou de lait chaud le rendait parfaitement comestible. « On gaspille rien ici, dit-il. Tout est précieux. L'eau vient du ruisseau, il faut la porter. Le bois pour le feu vient de la vallée, il faut le monter. La nourriture vient de là-bas aussi. Alors on utilise tout, on gaspille rien. C'est une bonne façon de vivre. » La première leçon, observer le troupeau. Après le petit déjeuner, Pierre siffla pour Bella. La chienne bondit immédiatement sur ses pattes, queue battante, prête à travailler. Pierre commença à marcher vers le troupeau, et Luc le suivit, incertain de ce qu'ils allaient faire. « Le travail du matin, expliqua Pierre, c'est de compter le troupeau, vérifier que tous sont en bonne santé, et les guider vers la meilleure herbe pour la journée. Les moutons aiment bouger. Ils ne veulent pas brouter au même endroit jour après jour. Ils aiment l'herbe fraîche, pas encore touchée. Alors chaque jour on les déplace vers une nouvelle section de la prairie. Il marchait lentement à travers le troupeau, s'arrêtant pour toucher une brebis ici, examiner un agneau là, parlant doucement aux moutons qui le regardaient avec leurs yeux calmes et confiants. Luc vit comment Pierre vérifiait leurs yeux, pour s'assurer qu'ils étaient clairs et brillants, signe de bonne santé. Leurs pieds, pour vérifier qu'il n'y avait pas de boiterie ou de pierres coincées. Leur laine, pour sentir s'ils étaient trop chauds ou s'il y avait des parasites. « Celui-ci, dit Pierre, s'arrêtant près d'une brebis avec une oreille pliée. Marguerite, la vieille brebis de tête. Elle a 12 ans, je te l'ai dit hier. C'est une mère, une des meilleures. Elle a toujours 2 agneaux chaque printemps, tous les 2 en bonne santé. Elle trouve toujours la meilleure herbe. Les autres la suivent parce qu'elle sait. » Il caressa sa tête, gratta derrière ses oreilles. Marguerite se pencha contre sa main, savourant l'attention, mâchant paisiblement sa bouchée d'herbe. « Et celui-là » Pierre indiqua un jeune bélier qui était déjà éloigné du troupeau principal, broutant près des rochers au bord de la prairie. Aventurier, toujours à explorer, toujours à aller plus loin. Il faut le surveiller. Un jour, il ira trop loin et se perdra ou tombera. Mais pour l'instant, il est juste curieux. Bella connaissait déjà ce bélier. Luc la vit se positionner stratégiquement entre le bélier et les rochers, le gardant à Maël, œil tout en surveillant le reste du troupeau. Celle-ci, Pierre s'approcha d'une brebis avec 2 agneaux qui la suivaient partout. Elle compte ses petits constamment. Écoute. Elle bêle toujours. Vérifie qu'ils sont là. Mère anxieuse. Mais bonne mère. Ces agneaux sont les plus dodus du troupeau. Brebis après brebis, Pierre les connaissait toutes. Il savait lesquelles étaient sœurs, lesquelles étaient timides, lesquelles étaient gourmandes, lesquelles étaient paresseuses, lesquelles étaient démeneuses. Il connaissait leurs histoires. Celle-ci avait perdu un agneau l'année dernière à cause d'un renard. Celle-là avait eu des jumeaux 3 années de suite. Celle-là boitait légèrement parce qu'elle-ci avait été blessée le pied dans les rochers quand elle était jeune. « Comment tu te souviens de tout ça ?» demanda Luc, émerveillé. Pierre sourit légèrement. « Quand tu passes chaque jour avec eux, pendant des mois, pendant des années, tu les connais aussi bien que des personnes. Mieux, peut-être, les moutons ne mentent pas, ne cachent pas ce qu'ils ressentent. Si un mouton est malade, tu le vois dans ses yeux, dans sa façon de bouger. Si un mouton a peur, il le montre. Si un mouton est content, il le montre aussi. Ils sont honnêtes. » Il compta le troupeau mentalement en marchant, ses lèvres bougeant silencieusement. « 80, dit-il finalement, satisfait. Tous présents, tous en bonne santé. C'est une bonne journée quand le compte est bon. » Ensuite, il guida le troupeau, avec l'aide de Bella, qui courait en large cercle autour des moutons, les rassemblant doucement sans les effrayer, vers une section de la prairie qu'ils n'avaient pas encore broutée. L'herbe y était haute et verte, pleine de trèfles et de fleurs. Les moutons se dispersèrent immédiatement, commençant à brouter avec enthousiasme, leurs cloches tintant joyeusement. « Maintenant, dit Pierre, on observe. » Il s'assit sur un rocher plat au bord de la prairie, d'où il pouvait voir tout le troupeau. Il sortit sa pipe, la bourra lentement de tabac, l'alluma,
et commença à fumer paisiblement, regardant les moutons. Luc s'assit à côté de lui, attendant que quelque chose se passe, que Pierre dise quelque chose, qu'il y ait des instructions, un plan. Mais il n'y avait rien. Pierre fumait juste sa pipe et regardait les moutons. Les moutons broutaient. Bella se coucha près de Pierre, tête sur ses pattes, yeux alertes. Le soleil montait dans le ciel. Le vent soufflait doucement dans l'herbe. Les minutes passèrent. Puis une demi-heure. Puis 1 heure. Luc commença à s'agiter. Il n'était pas habitué à rester assis sans rien faire. À Lyon, il y avait toujours quelque chose, des emails à répondre, des rapports à écrire, des réunions à assister, des notifications à vérifier. Même pendant son temps libre, il y avait toujours quelque chose, des messages à envoyer, des articles à lire, des séries à regarder. Mais ici, il n'y avait rien à faire sauf être assis et regarder les moutons manger de l'herbe. Était agaçant. Était ennuyeux. Était bizarre. Mais lentement, très lentement, quelque chose commença à changer. Au début, tout ce que Luc voyait était un troupeau de moutons blancs, broutant de l'herbe verte. Rien d'intéressant, rien de remarquable. Mais à mesure que le temps passait et qu'il continuait à regarder parce qu'il n'y avait littéralement rien d'autre à faire, il commença à voir plus. Il commença à remarquer que les moutons ne broutaient pas tous de la même façon. Certains prenaient de grandes bouchées et mâchaient lentement, d'autres prenaient de petites bouchées et mâchaient rapidement. Il remarqua que certains moutons broutaient seuls, tandis que d'autres restaient toujours en groupe. Il remarqua que Marguerite, la vieille brebis, était toujours à l'avant, trouvant les meilleures touffes d'herbe, et que d'autres brebis la suivaient et broutaient où elle avait brouté. Il remarqua que les agneaux ne broutaient pas vraiment beaucoup. Ils tétaient encore principalement leur mère, mais ils jouaient constamment, bondissant sur les rochers, se poursuivant, donnant de petits coups de tête, tombant et se relevant, plein d'énergie sans fin. Il remarqua que le jeune bélier aventureux Zès était à nouveau éloigné vers les rochers, et que Bélès était levé, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, et l'avait doucement ramené vers le troupeau principal. Il remarqua qu'une brebis boitait légèrement, et vit Pierre se lever immédiatement et aller vers elle, l'attraper doucement, examiner son pied, retirer une petite pierre coincée entre ses sabots, la relâcher. La brebis secoua sa tête, fit quelques pas, et continua à brouter, ne boitant plus. Il remarqua les oiseaux qui suivaient le troupeau, des petits oiseaux bruns qui sautillaient dans l'herbe derrière les moutons, attrapant les insectes dérangés par leurs sabots. Il remarqua un aigle qui planait très haut, tournant en large cercle, cherchant peut-être un campagnol ou un lapin. Il remarqua comment la lumière changeait à mesure que le soleil montait, comment les ombres raccourcissaient, comment les couleurs de la prairie devenaient plus vives. Il remarqua comment le vent venait par vagues, faisant onduler l'herbe comme des vagues sur l'océan, comment les fleurs penchaient et se redressaient au rythme du vent. Il remarqua les sons, pas seulement les cloches, mais les bêlements occasionnels des brebis appelant leurs agneaux, les réponses aiguës des agneaux, le bruissement de l'herbe, le murmure du ruisseau, le cri d'un corbeau quelque part au-dessus, le bourdonnement lointain des abeilles visitant les fleurs. Et il remarqua le silence entre les sons, comment il n'était pas vraiment du silence mais une qualité particulière de calme, un espace pour respirer, un espace pour penser, un espace pour simplement être. « Tu commences à voir, » dit Pierre doucement, sans détourner les yeux du troupeau. Luc réalisa que était vrai. Il commençait à voir ce que Pierre voyait, à comprendre pourquoi observer le troupeau n'était pas ennuyeux mais en fait fascinant. Était comme regarder une pièce de théâtre très lente, où chaque personnage avait son rôle, où il se passait toujours quelque chose si on prenait le temps de regarder. Les moutons ne sont pas juste des moutons, continua Pierre. Chacun est un individu avec sa propre personnalité, ses propres habitudes, ses propres préférences. Les connaître, c'est comme connaître les gens. Ça prend du temps, de l'observation, de l'attention. Mais une fois que tu les connais, une fois que tu comprends comment ils pensent, comment ils se comportent, tu peux anticiper ce qu'ils vont faire. Tu peux voir quand quelque chose ne va pas. Tu peux les garder en sécurité. Il tira sur sa pipe. C'est ça être berger. Pas juste garder des animaux en vie, mais les connaître, les comprendre, vivre avec eux, être responsable de leur bien-être. C'est un travail d'observation, de patience, de présence constante. La deuxième leçon, lire le temps l'après-midi, alors que le soleil était haut et chaud, Pierre se leva soudainement de son rocher. Il regardait vers le nord, où une ligne de sommets dentelés se découpait contre le ciel. « Des nuages se forment, dit-il, pointant.
Luc regarda. Il pouvait voir, au-dessus des sommets du nord, de petits nuages blancs qui commençaient à apparaître, si petits qu'ils étaient à peine visibles. « Il pleuvra ce soir », dit Pierre avec certitude. « Peut-être de l'orage. On va rassembler le troupeau près de la cabane avant le coucher du soleil, les garder près des rochers où ils seront protégés. »« Comment tu sais qu'il va pleuvoir ?» demanda Luc. Les nuages semblaient minuscules, insignifiants. « L'air !» dit Pierre. « Tu sens comme il est devenu plus lourd ? La pression barométrique baisse. Et regarde les moutons. Tu vois comment ils broutent plus bas sur la pente maintenant ? Ils descendent naturellement quand la pression baisse, cherchent un abri instinctivement. Ils sentent le temps changer avant nous. » Il pointa vers les nuages. Ces nuages viennent du nord, de l'autre côté des Alpes. Quand ils viennent du nord, ils apportent toujours de la pluie. Les nuages qui viennent du sud sont différents. Ils apportent du vent, mais rarement de la pluie. Il faut connaître la montagne, connaître d'où viennent les nuages, ce qu'ils signifient. Luc regarda à nouveau les moutons. Était vrai. Sans qu'il l'ait remarqué, le troupeau S était déplacé vers la partie inférieure de la prairie, plus près de la cabane et des rochers. Ils broutaient toujours paisiblement, mais leur position avait changé. « Les animaux sont plus sages que nous sur le temps, » dit Pierre. « Ils n'ont pas de prévision météo, mais ils ont des sens que nous avons perdus. Ils sentent les changements de pression, d'humidité, de vent. Un bon berger n'essaie pas de prédire le temps avec des instruments. Il regarde ses moutons, il regarde les nuages, il sent l'air, il lit la montagne. À mesure que l'après-midi avançait, les nuages grandissaient, épaississaient, s'assombrissaient. Le vent se levait, soufflant plus fort, plus frais. La lumière changeait, devenait plus grise, plus douce. Pierre rassembla le troupeau, avec l'aide de Bella, qui les guida tous vers la zone rocheuse près de la cabane, où il y avait une sorte d'abri naturel, un surplomb rocheux qui les protégerait de la pluie. Les moutons allèrent volontiers, comme s'ils comprenaient que était nécessaire. Pendant un orage, expliqua Pierre, les moutons peuvent paniquer si un éclair frappe trop près, ou si le tonnerre est trop fort. Il faut les garder ensemble, les garder près d'un abri, rester avec eux pour qu'ils restent calmes. Un troupeau paniqué peut se disperser, et dans la montagne la nuit, un mouton perdu peut tomber, peut se blesser. Ils rentrèrent le bois à l'intérieur de la cabane pour qu'il reste sec, fermèrent les volets des fenêtres, préparèrent un dîner rapide avant que la pluie commence. Pierre sortit une vieille veste imperméable pour Luc, en enfila une lui-même. « On va faire des tours cette nuit, dit-il. Vérifier le troupeau toutes les heures, s'assurer qu'il reste calme, qu'aucun ne s'est éloigné. C'est fatigant, mais c'est nécessaire. On ne peut pas laisser le troupeau sans surveillance pendant un orage. » L'orage arriva avec le coucher du soleil. Les nuages couvraient maintenant tout le ciel, épais et gris foncé. Le vent soufflait fort, faisant plier l'herbe, sifflant autour de la cabane. Puis les premières gouttes tombèrent, grosses, froides, écrasant sur les pierres avec un bruit sec. En quelques minutes, était une pluie battante, tambourinant sur le toit de l'Auze, ruisselant sur les murs de pierre, transformant les ruisseaux en torrents bouillonnants. Éclair déchira le ciel, illuminant brièvement toute la prairie en blanc aveuglant. Suivi quelques secondes plus tard par un coup de tonnerre qui roula à travers les montagnes, comme un tambour géant. Les moutons bêlèrent nerveusement, se serrant plus près les uns des autres sous l'abri rocheux. Bella était avec eux, se déplaçant entre eux, sa présence calme les rassurant. Pierre et Luc sortirent dans la pluie, vérifiant le troupeau. L'eau coulait sur leurs vestes, trempait leurs pantalons, remplissait leurs bottes. Mais Pierre se déplaçait calmement, parlant doucement aux moutons, les comptant, s'assurant qu'ils étaient tous là. 80. Tous présents. Ils rentrèrent, se séchèrent, attendirent une heure, puis ressortirent vérifier à nouveau. Encore et encore, toute la nuit, à chaque heure, sortant dans la pluie et le tonnerre pour compter le troupeau, pour les rassurer, pour s'assurer qu'aucun n'avait paniqué et ne était enfui. Était épuisant. Était mouillé. Était froid. Mais était aussi nécessaire. Important. Prendre soin de ces animaux qui dépendaient d'eux, qui leur faisaient confiance pour les garder en sécurité. Luc comprenait maintenant ce que Pierre avait dit, être berger était pas juste regarder des moutons brouter. Était être responsable de leur vie, être présent pour eux jour et nuit, par tous les temps, faire ce qui était nécessaire même quand était difficile. À l'aube, l'orage était passé. Le ciel éclaircissait à l'est,
montrant des touches de rose et d'or. La pluie était arrêtée, laissant la prairie lavée et fraîche, les fleurs alourdies de gouttes d'eau, l'air si propre qu'il semblait qu'on pouvait voir à l'infini. Les moutons commençaient déjà à se disperser, à brouter l'herbe mouillée. Ils étaient calmes, en sécurité, tous présents. La nuit difficile était passée sans incident. Pierre et Luc se tenaient dehors, trempés et fatigués, regardant le soleil se lever. Pierre posa sa main sur l'épaule de Luc. « Tu as fait du bon travail cette nuit, » dit-il simplement. « C'est ça, la montagne, pas toujours facile, pas toujours confortable, mais toujours honnête. Elle ne cache pas ce qu'elle est. Elle demande juste qu'on soit présent, qu'on fasse ce qui est nécessaire. » Ils rentrèrent dans la cabane, pour se sécher et préparer le café du matin. Dehors, les moutons broutaient paisiblement, leurs cloches tintant doucement dans l'air lavé par la pluie, comme si la nuit orageuse n'avait jamais eu lieu. La montagne continuait, éternelle et calme, enseignant ses leçons à ceux qui étaient prêts à apprendre. Acte 3. La solitude comme cadeau. Les jours se fondent ensemble. Les jours commencèrent à suivre un rythme. Une répétition qui aurait pu sembler monotone, mais qui était en fait étrangement réconfortante. Chaque jour avait la même structure de base, mais chaque jour était aussi unique, différent dans ses petits détails, ses moments particuliers, ses leçons douces. Le réveil avec l'aube, sans alarme, le corps apprenant à suivre le soleil. Le café près du feu pendant que les montagnes s'illuminaient. Le petit déjeuner simple, pain, fromage, parfois des œufs quand Pierre descendait au village le plus proche une fois par semaine pour chercher des provisions. Le comptage du troupeau, vérifier chaque mouton, s'assurer que tous étaient en bonne santé. Déplacer le troupeau vers l'herbe fraîche. S'asseoir et observer pendant des heures. Le déjeuner simple au milieu de la journée. Fromage, pain, eau fraîche du ruisseau. Puis, plus d'observation, plus de présence calme avec le troupeau. Le soir, rassembler les moutons dans un endroit sûr pour la nuit. Le dîner au coucher du soleil. Les étoiles. Le sommeil profond et sans rêve. Et recommencer le lendemain. Au début, Luc trouvait la répétition étrange, presque troublante. Il était habitué à la variété, à des emplois du temps différents chaque jour, à des surprises constantes. Mais lentement, il commença à apprécier le rythme prévisible. Il y avait quelque chose de profondément apaisant à savoir ce qui allait se passer, à ne pas avoir à planifier ou décider constamment, à simplement suivre le flux naturel de la journée. La répétition n'était pas monotonie. Était méditation. Chaque jour apportait de légères variations. Les nuages étaient différents. Le vent soufflait d'une direction différente. Les moutons broutaient dans une prairie différente. Les fleurs qui avaient fleuri la veille fanaient, tandis que de nouvelles s'ouvraient. Les oiseaux changeaient. Certains partaient vers le nord, d'autres arrivaient. Et plus Luc passait de temps dans ce rythme, plus il commençait à remarquer ces petits changements, ces nuances subtiles, que son esprit de ville stressé n'aurait jamais remarqué auparavant. Apprendre à être seul. Un jour, Pierre dit à Luc, « Je dois descendre au village aujourd'hui chercher du sel et du pétrole pour la lampe. Je serai parti jusqu'i. À ce soir. Tu peux gérer le troupeau ?» Était la première fois que Luc serait seul avec les moutons. Une partie de lui paniqua légèrement. Et s'il se passait quelque chose? Et si un mouton se blessait? Et s'il les comptait mal? Et s'il se perdait en les guidant vers une nouvelle prairie? Mais Pierre le regardait avec une confiance calme, comme s'il ne doutait pas du tout que Luc pouvait le faire. « Tu connais la routine maintenant, dit Pierre. Compte-les le matin. Guide-les vers l'herbe fraîche. La prairie au-delà du grand rocher plat. Ils ne l'ont pas brouté encore. Observe-les. Compte-les à nouveau le soir. Bella t'aidera. Elle sait ce qu'il faut faire. » Il partit juste après l'aube, descendant le sentier de montagne avec son bâton et son sac vide, disparaissant bientôt derrière un virage. Et soudain, Luc était seul. Vraiment seul. Il n'y avait aucun autre être humain dans un rayon de plusieurs kilomètres. Juste lui, 80 moutons, un chien et la montagne immense et silencieuse. Au début, le silence était accablant. À Lyon, il y avait toujours du bruit. Circulation, conversation, musique, télévision, sirènes, le bourdonnement constant de la vie urbaine. Même dans son appartement la nuit, il y avait les sons des voisins, du trafic lointain, des avions passant au-dessus. Mais ici, il n'y avait rien. Rien sauf le vent, les cloches des moutons, les oiseaux, le ruisseau. Et entre ces sons,
des espaces de silence si profonds qu'ils semblaient avoir du poids, de la substance. C était déstabilisant. C était inconfortable. C était nécessaire. Luc compta les moutons comme Pierre lui avait montré, en se déplaçant lentement à travers le troupeau, touchant chacun, les connaissant maintenant assez pour remarquer s'il en manquait un. 80. Tous présents. Il guida le troupeau vers la nouvelle prairie, Bella courant devant pour montrer le chemin, les moutons suivant docilement, broutant au fur et à mesure. Une fois dans la prairie, ils se dispersèrent immédiatement pour brouter. Et puis, rien à faire, sauf s'asseoir et observer. Luc s'assit sur un rocher. Il regarda les moutons, il regarda les montagnes. Il regarda le ciel. Les minutes passèrent lentement. Son esprit, habitué à la stimulation constante, commença à vagabonder. Il pensa au travail, aux projets qu'il avait laissés inachevés, aux emails dans sa boîte de réception qui restaient sans réponse. Il pensa à ses amis à Lyon, se demandant ce qu'ils faisaient, s'ils pensaient à lui. Il pensa à sa vie avant de venir ici, les réunions sans fin, les délais, le stress constant, la sensation de courir toujours mais de n'arriver nulle part. Puis il pensa à maintenant, assis sur un rocher dans une prairie alpine, regardant des moutons brouter, sans rien à faire, nulle part où aller, personne attendant quoi que ce soit de lui. Était étrangement libérateur. Pendant si longtemps, son identité avait été liée à ce qu'il faisait, à ses réalisations, à son emploi, à sa productivité. Mais ici, rien de tout cela n'avait d'importance. Les moutons ne se souciaient pas de ce qu'il faisait pour vivre. La montagne ne se souciait pas de ses accomplissements. Le ciel ne jugeait pas sa valeur en fonction de combien de tâches il avait cochées sur une liste. Ici, il était juste. Un humain. Présent. Existant. Observant. Et dans cette observation silencieuse, quelque chose en lui commença à se détendre, quelque chose de profond, quelque chose qu'il n'avait même pas réalisé était tendu. Était comme si des muscles qu'il avait contractés pendant des années commençaient enfin à se relâcher. Il regarda Marguerite, la vieille brebis, menant calmement le troupeau vers les meilleures touffes d'herbe. Il regarda le jeune bélier aventureux explorer les rochers, avec Bella le surveillant pour s'assurer qu'il ne s'éloignait pas trop. Il regarda la mère anxieuse compter constamment ses jumeaux, les appelant avec de doux bêlements. Il regarda un aigle planer très haut, tournant sans effort sur les thermiques ascendants. Il regarda les nuages se former et se dissiper au-dessus des sommets. Il regarda la façon dont la lumière changeait à mesure que le soleil se déplaçait dans le ciel, peignant les montagnes en différentes nuances de gris et de brun et de vert. Il écouta le vent dans l'herbe, constant et changeant à la fois. Il écouta les cloches, leurs différents tons créant une mélodie accidentelle qui, était jamais la même deux fois. Il écouta son propre souffle, remarquant comment il ralentissait, s'approfondissait, devenait plus régulier. Il sentit le soleil sur son visage, chaud et constant. Il sentit la pierre sous lui, solide et immuable. Il sentit l'air de la montagne remplir ses poumons, propre et froid, et vivifiant. Et lentement, très lentement, il commença à comprendre ce que Pierre avait essayé de lui enseigner. Ce était pas de la solitude, était de la solitude. Il y avait une différence. La solitude était vide, triste, un manque de connexion. Mais la solitude était pleine, riche, une connexion profonde avec soi-même, avec le monde naturel, avec le moment présent. Ici, sans les distractions de la ville, sans le bruit constant et les exigences d'autres personnes, il pouvait enfin entendre ses propres pensées. Il pouvait sentir ses propres sentiments. Il pouvait être avec lui-même d'une manière qu'il n'avait jamais pu être dans la précipitation constante de la vie urbaine. Ce était pas toujours confortable. Parfois, ses pensées étaient difficiles, ses sentiments désagréables. Mais était honnête. Était réel. Était lui, sans les masques, sans les performances, sans les rôles qu'il jouait pour les autres. À midi, il mangea seul, du pain et du fromage, assis sur son rocher, regardant les montagnes. Le silence ne semblait plus accablant. Il semblait paisible. L'après-midi passa dans la même observation calme. Les moutons broutaient. Les nuages dérivaient. Le soleil se déplaçait dans le ciel. Le temps semblait se déplacer différemment ici, pas plus lentement, exactement, mais d'une manière plus remarquée, plus présente.
Chaque heure avait sa propre qualité, sa propre lumière, son propre caractère. Quand le soir approcha, Luc rassembla le troupeau, les guidant vers la zone abritée près de la cabane. Il les compta à nouveau, 80, tous présents, tous en bonne santé. Bella se coucha près d'eux, prenant la première garde de la nuit. Luc prépara un dîner simple. Pommes de terre bouillies, fromage, pain. Il mangea lentement, assis dehors, regardant le coucher du soleil peindre les montagnes en orange et rose et violet. Les étoiles commencèrent à apparaître, une par une, puis par dizaines, puis par centaines, jusqu'à ce que tout le ciel soit rempli de lumière. Pierre revint juste alors que l'obscurité tombait complètement, remontant le sentier avec son sac plein de provisions. Il trouva Luc assis tranquillement, regardant les étoiles, le troupeau installé paisiblement pour la nuit. « Comment ça s'est passé » demanda Pierre. « Bien, » dit Luc. Et était vrai. Cela était bien passé. Mieux que bien. Cela avait été. Transformateur. Pierre sourit dans l'obscurité. Il pouvait voir le changement en Luc, la façon dont ses épaules étaient plus détendues, la façon dont ses yeux étaient plus clairs, la façon dont il se tenait différemment, plus calme, plus centré. « La montagne t'enseigne, » dit Pierre simplement. « Si tu la laisses faire. » Ils s'assirent ensemble en silence, regardant les étoiles tourner lentement dans le ciel noir, écoutant les cloches occasionnelles d'un mouton qui changeait de position dans son sommeil, respirant l'air pur de la montagne. Et dans ce silence, Luc sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis très longtemps. Paix. Pas le genre de paix qui vient de résoudre des problèmes ou d'atteindre des objectifs. Mais le genre de paix qui vient simplement d'être présent, d'accepter le moment tel qu'il est, de lâcher prise du besoin constant de faire, d'accomplir, de devenir. La paix de simplement être. Acte 4. La sagesse de l'aile était connaître chaque mouton. Les semaines passèrent, se fondant l'une dans l'autre dans une douce progression de jours similaires mais jamais identiques. Juin devint juillet, et avec lui vinrent des changements subtils que Luc apprenait maintenant à reconnaître. Les fleurs de la prairie changeaient, les gentianes bleues qui avaient dominé en juin commençaient à faner, remplacées par des champs de renoncules jaunes qui brillaient comme de l'or sous le soleil de midi. Les agneaux grandissaient, leurs jambes devenant plus longues et plus fortes, leurs bonds plus assurés. Le soleil montait plus haut dans le ciel chaque jour, rendant les après-midi chauds et somnolents. Pierre enseignait toujours, mais maintenant ses leçons étaient plus subtiles, plus profondes. Il ne donnait pas de conférences ou d'explications longues, il montrait simplement, démontrait, et laissait Luc découvrir par lui-même. Un matin, Pierre dit « Raconte-moi quelque chose sur chaque mouton. » Luc le regarda, surpris. « Chaque mouton, il y en a 80. » « Oui, » dit Pierre simplement. « Alors commence. » Ils marchèrent à travers le troupeau ensemble. Et Luc commença à partager ce qu'il avait observé au cours des semaines. Au début, il hésitait, incertain de ce qu'il était censé dire. Mais Pierre l'encourageait doucement, posant des questions, le poussant à regarder de plus près, à se souvenir de plus. Cette brebis avec l'oreille pliée, Marguerite, elle est toujours la première à trouver la meilleure herbe. Les autres la suivent. Elle a, je ne sais pas, une sorte de sagesse. Elle sait des choses. Pierre hocha la tête. Continue. Celle-là avec les 2 agneaux. La mère anxieuse, elle bêle tout le temps. Mais j'ai remarqué que ces agneaux ne s'éloignent jamais beaucoup d'elle. Peut-être qu'elle n'est pas anxieuse. Peut-être qu'elle communique juste constamment avec eux, les garde près. Bien, dit Pierre. Tu apprends à voir différemment, à ne pas juste juger, mais à comprendre. Mouton après mouton. Luc partagea ses observations. Le jeune bélier aventureux qui explorait toujours les limites, mais qui revenait toujours au troupeau quand Bella l'appelait. La vieille brebis boiteuse qui avait une pierre coincée dans son sabot. Pierre l'avait retirée, et maintenant elle marchait normalement mais restait toujours près de l'arrière du troupeau, comme si elle se souvenait de sa vulnérabilité. Les 2 sœurs qui broutaient toujours ensemble, inséparables. Le mouton paresseux qui trouvait toujours l'ombre la plus fraîche pour faire la sieste pendant que les autres broutaient. Il y avait la brebis gourmande qui poussait toujours les autres pour atteindre la meilleure herbe en premier. Le jeune agneau timide qui se cachait derrière sa mère chaque fois que Luc s'approchait. La brebis curieuse qui venait toujours renifler le sac de Pierre quand il s'asseyait, espérant qu'il contenait quelque chose de délicieux.
Pierre écoutait, corrigeant doucement parfois, ajoutant des détails que Luc avait manqués, mais principalement juste hochant la tête avec satisfaction. « Tu les vois maintenant, dit-il finalement. Pas juste comme un troupeau, mais comme des individus. Chacun avec sa propre vie, sa propre personnalité, sa propre façon d'être dans le monde. C'est le secret d'être un bon berger. Ne pas juste compter des moutons, mais connaître chaque mouton. » Il s'arrêta près d'une jeune brebis qui broutait seule, légèrement à l'huile, écart des autres. « Cette brebis, dit-il, qu'est-ce que tu remarques à son sujet ?» Luc l'observa attentivement. Elle semblait normale au premier abord, broutant paisiblement, pas de boiterie. Son pelage avait l'air sain. Mais ensuite il remarqua quelque chose de subtil. Elle broutait un peu plus lentement que les autres. Et quand elle relevait la tête pour regarder autour d'elle, ses yeux semblaient différents. Pas malade exactement, mais peut-être un peu terne. Elle semble plus calme que d'habitude, dit Luc, incertain. Pierre sourit. Bien. Elle est enceinte. Tôt encore, elle ne montrera pas vraiment avant quelques semaines. Mais elle se comporte déjà différemment. Plus calme, plus prudente, broutant un peu plus lentement pour ne pas se fatiguer. Les autres brebis gravides seront les mêmes. Si tu observes attentivement, tu peux le dire avant que ce soit physiquement évident. Il toucha doucement la tête de la brebis. Elle donnera naissance au début du printemps prochain, en bas dans la vallée après notre descente. Mais le fait qu'elle soit enceinte maintenant affecte comment je m'occupe d'elle. Je m'assure qu'elle a accès à la meilleure herbe, je la surveille plus attentivement pour les signes de problème, je la garde proche lors des déplacements pour qu'elle ne se fatigue pas. Luc réalisa à quel point les connaissances de Pierre étaient profondes. Ce N était pas seulement reconnaître les moutons, mais comprendre leur cycle de vie, anticiper leurs besoins, lire les signes subtils que leur corps et comportement donnaient. C était une forme d'expertise qui venait seulement de années d'observation patiente, de présence constante, d'attention profonde. « Combien de temps faut-il, demanda Luc, pour apprendre tout ça ?» Pierre réfléchit. « J'ai passé 50 étés avec des moutons. Chaque été, j'apprends encore quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas presser cette sorte de connaissance. Elle vient seulement avec le temps, avec l'observation, avec le soin. C'est comme connaître des personnes. Tu peux rencontrer quelqu'un et apprendre les bases rapidement, mais vraiment les connaître, comprendre qui ils sont profondément, ça prend des années. » Il regarda le troupeau avec affection. « Ces moutons sont ma famille. Je les connais mieux que je connais la plupart des gens. Et eux me connaissent. Ils font confiance à ma voix, à mes mains, à ma présence. C'est une relation, pas juste un travail. » Les sons de la montagne. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis à observer le troupeau, Pierre dit soudainement « Ferme les yeux. » Luc obéit, fermant les yeux, assis immobile sur son rocher familier. « Maintenant écoute, » dit Pierre. « Dis-moi tout ce que tu entends. » Luc écouta. Au début, comme toujours, il n'entendit que le silence, mais il savait maintenant que le silence N était jamais vraiment silencieux. C était juste une question d'apprendre à entendre. « Le vent, » dit-il, soufflant à travers l'herbe. C'est un son constant, comme des vagues. Bien. Quoi d'autre? Les cloches des moutons. Elles tintent doucement. Chaque cloche a un son légèrement différent. Certaines sont plus aiguës, d'autres plus graves. Ensemble, elles font une sorte de V. Mélodie? Oui. Continue. Luc écouta plus profondément. Un ruisseau. Je peux l'entendre couler quelque part à ma gauche. L'eau sur les pierres. C'est un son qui change, parfois plus fort quand l'eau tombe d'un niveau à un autre, parfois plus doux quand elle coule à plat. Qu'est-ce que tu entends d'autre? Des oiseaux. Il y a un oiseau qui chante, je ne sais pas quel genre. Son chant monte et descend, comme une question et une réponse. Et il y a un autre oiseau plus loin, avec un chant différent, plus grave. C'est une grive musicienne, dit Pierre. Et l'autre est un merle. Continue à écouter. Luc resta silencieux, concentré. Lentement, plus de sons émergèrent du paysage sonore. Le bourdonnement lointain d'abeilles visitant les fleurs, le bêlement occasionnel d'un mouton. Il pouvait maintenant reconnaître différents types de bêlements,
Le bêlement grave d'une brebis adulte appelant son agneau. Le bêlement aigu et urgent d'un agneau répondant. Le bêlement de contentement d'un mouton qui avait trouvé une touffe d'herbe particulièrement savoureuse. Il entendit le battement d'ailes. Un oiseau qui s'envolait soudainement d'un rocher proche. Le sifflement aigu d'une marmotte quelque part sur le versant au-dessus d'eux, avertissant les autres marmottes de quelque chose, peut-être d'un aigle, peut-être juste de leur présence. Le bruissement de Bella, se déplaçant à travers l'herbe, patrouillant le périmètre du troupeau. Et sous tout cela, plus subtil mais constant, le son de la montagne elle-même, le craquement occasionnel de la pierre qui se dilate et se contracte avec les changements de température, le murmure du vent qui passait à travers les crevasses dans les rochers, le bruissement lointain de l'herbe sur les pentes qu'il ne pouvait pas voir. « La montagne parle, » dit Pierre doucement, mais dans une langue que peu de gens apprennent à comprendre. Chaque son signifie quelque chose. Le changement dans le son des cloches peut te dire si les moutons sont calmes ou nerveux. Le chant des oiseaux change quand un prédateur est proche. Le son du vent peut te dire d'où vient le temps. Le ruisseau coule plus fort quand la neige fond sur les sommets. Il tira sur sa pipe. Les gens en ville vivent dans le bruit constant mais n'entendent jamais vraiment rien. Ici, nous vivons dans le silence mais entendons tout. C'est un paradoxe, non ? Plus c'est calme, plus tu peux entendre. Luc ouvrit les yeux. Le paysage devant lui semblait différent maintenant. Plus vivant, plus complexe. Il avait toujours été beau, mais maintenant il comprenait que la beauté N n'était pas juste visuelle. C était aussi auditive. La montagne était une symphonie constante, jouant pour quiconque prenait le temps de écouter. « Comment les cloches sonnent-elles maintenant » demanda Pierre. Luc écouta. Les cloches avaient leur qualité cristalline caractéristique de l'après-midi, nette et claire dans l'air chaud. Elles sonnent. « Contente » dit-il, cherchant le bon mot. « Paisible. » Les moutons sont détendus. « Exactement, » dit Pierre. « Maintenant souviens-toi de ce son, parce que quand les cloches sonnent différemment, plus rapides, plus erratiques, plus aigus, ça signifie que les moutons sont nerveux ou effrayés. C'est un système d'alerte. Les cloches te disent ce que ressent le troupeau, même si tu ne peux pas les voir. Luc réalisa, un autre niveau de la connexion profonde que Pierre avait avec son troupeau. Il ne se contentait pas de les observer visuellement. Il les écoutait, lisait leur état émotionnel dans les sons qu'ils produisaient, dans les rythmes de leurs mouvements, dans la musique de leurs cloches. La philosophie du berger les soirées devinrent le moment préféré de Luc. Après que le troupeau était installé pour la nuit, après le dîner, Pierre et lui s'asseyaient dehors, alors que les étoiles émergeaient, et Pierre partageait les leçons plus profondes que la vie de berger lui avait enseignées. Ce N n'était pas des conférences. Pierre N n'était pas un philosophe formel. Mais ses pensées, nées de décennies de solitude contemplative dans les montagnes, avaient une sagesse que Luc trouvait profondément apaisante. « Les gens en ville, » dit Pierre un soir, pensent que la solitude est de la solitude. Ils ont peur. Être seuls, alors ils se remplissent constamment de distractions. Télévision, téléphone, musique, activités sans fin. Ils ne sont jamais justes. Silencieux. Juste avec eux-mêmes. Il regarda les étoiles. Mais la solitude n'est pas de la solitude. La solitude est quand tu es déconnecté de ce qui compte. De la nature, de toi-même, de la vérité. Tu peux être solitaire dans une pièce pleine de gens, si tu ne te connectes pas vraiment à eux. Mais tu ne peux jamais être solitaire dans les montagnes, même seul, parce que tu es connecté à tout, au ciel, à la terre, aux moutons, aux saisons, à ton propre cœur. Il fit une pause, laissant ces mots s'installer dans le silence. La solitude est un cadeau. Elle te donne le temps de te connaître toi-même, écouter tes propres pensées, être présent avec le monde sans distraction. C'est dans la solitude que tu découvres qui tu es vraiment, pas qui tu prétends être pour les autres. Luc sentait la vérité de cela profondément. Au cours des semaines passées dans les montagnes, il avait dû faire face à lui-même d'une façon qu'il n'avait jamais eu à faire en ville. Il n'y avait personne pour impressionner, aucun rôle à jouer, aucune performance à maintenir. Il était juste lui-même, ses pensées, ses sentiments, ses peurs, ses espoirs, tous exposés dans la clarté de la solitude de montagne.
Au début, cela avait été inconfortable. Il avait découvert des choses en lui qu'il n'aimait pas, de l'anxiété, de l'insécurité, une dépendance à la validation des autres. Mais lentement, dans le silence patient de la montagne, il avait appris à se regarder sans jugement, à accepter ces parties de lui-même, à les comprendre plutôt que de les fuir. La montagne enseigne la patience, continua Pierre. Tu ne peux pas presser un mouton à brouter plus vite. Tu ne peux pas forcer une fleur à fleurir avant qu'elle soit prête. Tu ne peux pas contrôler le temps. Tu ne peux que t'y adapter. Tout a son propre rythme, son propre timing, sa propre saison. Il regarda Luc. En ville, les gens veulent tout de suite. Résultats instantanés, gratification immédiate, changement rapide. Mais les vraies choses, la croissance, la sagesse, la paix, elles prennent du temps. Elles ne peuvent pas être pressées. Elles viennent seulement quand tu apprends à vivre au rythme de la nature, pas au rythme de ton impatience. Était quelque chose que Luc ressentait physiquement dans son corps maintenant. Les premières semaines, il avait constamment vérifié une montre imaginaire, se sentant comme le temps passait trop lentement, qu'il devrait faire quelque chose de plus productif. Mais maintenant, il avait lâché prise de cette impatience constante. Il laissait les jours se dérouler à leur propre rythme, faisait confiance au fait que tout ce qui devait se passer, se passerait en son temps. Un berger, dit Pierre, ne vit pas seulement sur la montagne. Un berger vit avec un cœur de berger, peu importe où il est. Qu'est-ce que ça signifie, avoir un cœur de berger? Il réfléchit. Ça signifie être responsable de quelque chose au-delà de toi-même. Ça signifie être patient. Ça signifie être présent. Ça signifie observer attentivement et répondre à ce que tu vois. Ça signifie se soucier profondément, mais sans attachement anxieux. Il se tourna vers Luc. Quand tu retourneras en ville, parce que tu y retourneras finalement, tu ne peux pas emmener les moutons avec toi. Tu ne peux pas emmener la montagne, mais tu peux emmener le cœur de berger. Tu peux apporter cette patience, cette présence, ce soin, cette capacité à observer et à répondre, plutôt que de réagir impulsivement. « Comment » demanda Luc. « Comment je garde ça quand je retourne dans le chaos » Pierre sourit. « Souviens-toi des cloches. Souviens-toi des étoiles. Souviens-toi que les fleurs fleurissent en leur temps, pas dans le tien. Quand la ville devient trop rapide, trop bruyante, trop exigeante, arrête-toi. Respire, trouve un moment de silence, même si ce n'est qu'une minute. Observe ce qui est réellement devant toi, pas ce que tu crains ou désires. Sois présent. » Il montra du doigt les étoiles. Ces étoiles brillent que tu les regardes ou non. Les moutons broutent que tu t'inquiètes à leur sujet ou non. La montagne se dresse éternelle que tu la reconnaisses ou non. La paix n'est pas quelque chose que tu crées. Elle est toujours là, en dessous du chaos. Tu dois juste apprendre à te reconnecter à elle. Ils restèrent assis en silence, regardant les étoiles tourner lentement. Quelque part dans l'obscurité, un mouton bêla doucement, et un autre répondit. Bella fit sa ronde, une ombre se déplaçant entre les formes endormies du troupeau. Le vent soufflait doucement, portant avec lui le parfum des fleurs de montagne et de l'herbe et de la pierre. Et Luc sentit, dans ce moment, une profonde certitude qu'il porterait toujours cet endroit avec lui. Peu importe où il irait, peu importe ce qu'il ferait, une partie de lui resterait toujours ici. Dans cette prairie alpine, sous ces étoiles, avec ses moutons, apprenant les leçons éternelles que la montagne avait à enseigner. Les histoires de berger. Un autre soir, alors qu'ils étaient assis sous les étoiles, Luc demanda « Raconte-moi une histoire de tes 50 étés ici. » Pierre sourit, tirant sur sa pipe. 50 étés. Il y a beaucoup d'histoires. Mais la plupart ne sont pas dramatiques comme les gens s'y attendent. Ce ne sont pas des histoires de loups attaquant le troupeau, ou de tempêtes terribles, ou être perdu dans la montagne. Il réfléchit. La vérité de la vie de berger est qu'elle est principalement paisible. Jour après jour de routine calme, d'observation, de soins. Les drames sont rares. Et quand ils viennent, ils sont généralement de petits drames. Un agneau coincé dans les rochers, une brebis malade, une tempête soudaine. Mais, il continua, il y a des moments qui restent avec toi, pas parce qu'ils sont dramatiques, mais parce qu'ils t'apprennent quelque chose. Il regarda le ciel. Il y a 20 ans, j'avais une vieille brebis, la plus vieille du troupeau, 14 ans, ce qui est très vieux pour un mouton. Elle avait fait cette montée chaque été de sa vie. Mais cet été-là,
Je pouvais voir qu'elle était fatiguée. Elle montait lentement, s'arrêtait souvent pour se reposer, broutait moins que les autres. Je savais que ce serait probablement son dernier été, et je me demandais si je devrais la laisser dans la vallée, lui épargner la montée difficile. Mais quand le temps est venu de partir, elle était à la porte de l'enclos, attendant. Elle voulait monter. Pierre fit une pause, se souvenant. Alors je la laissai. Nous montions lentement cette année-là, nous arrêtant souvent pour qu'elle se repose. Cela prit 2 jours au lieu d'1. Mais elle arriva, et quand elle vit les prairies alpines, je jure qu'elle sourit. Aussi ridicule que ça puisse paraître, je vis de la joie dans ses yeux. Elle passa le vie, était broutant paisiblement, se reposant au soleil, regardant les jeunes agneaux jouer. Elle mourut doucement une nuit en août, dans son sommeil, entourée du troupeau. Nous l'enterrâmes dans la prairie, sous un cairn de pierre. Il montra du doigt vers le bord de la prairie, où un empilement de pierres était à peine visible dans la lumière des étoiles. Elle est toujours là. Et chaque été, quand j'arrive, je m'arrête à son cairn, et la remercie pour son service, pour toutes les années qu'elle passa à me guider, à montrer le chemin aux brebis plus jeunes. Cette expérience m'apprit quelque chose, dit Pierre doucement. Elle m'apprit que parfois le plus gentil que tu puisses faire pour quelqu'un, ou quelque chose, c'est de respecter ce qu'il veut, même si c'est difficile. Cette vieille brebis voulait passer son dernier été dans les montagnes qu'elle aimait. Qui étais-je pour lui refuser ça? Même si était dur pour elle, même si ça rendait la montée plus difficile pour tout le monde, était là qu'elle voulait être. Luc sentit la profondeur de cette leçon. Était du respect. Le respect pour l'autonomie, pour les désirs, pour le droit de choisir son propre chemin, même quand c'est difficile. Une autre histoire, dit Pierre. Il y a 10 ans, un jeune homme est venu, un peu comme toi, fuyant quelque chose en ville. Il resta Toul, m'aida avec le troupeau. Il était bon avec les moutons, patient, attentif. À la fin de il dit qu'il voulait devenir berger, qu'il voulait laisser sa vie en ville derrière et vivre dans les montagnes. Je lui dis d'attendre, de retourner en ville, de passer l'hiver là-bas, et puis de voir s'il ressentait toujours la même chose au printemps. Parce que c'est facile d'aimer les montagnes en été, quand le temps est beau et que les fleurs fleurissent. Mais être berger signifie aussi les hivers sombres dans la vallée, les jours solitaires, le travail dur, les sacrifices. Il retourna en ville. Et il revint le printemps suivant. Il dit qu'il avait réfléchi toute l'année, et qu'il était sûr. Alors je l'aidai à trouver son propre troupeau, sa propre alpage. Il est berger maintenant, dans une prairie à quelques kilomètres d'ici. Parfois, nos troupeaux se rencontrent lors des déplacements, et nous partageons un café et des histoires. Pierre regarda Luc. Mais j'ai dit à beaucoup d'autres la même chose, et ils ne sont pas revenus. Ils retournaient en ville, et réalisaient que, aussi magnifiques que soient les salles, étaient en montagne, leur vie était là-bas. Et ça va aussi. La montagne n'est pas pour tout le monde. Le but n'est pas que tout le monde devienne berger. Le but est que tout le monde découvre ce qu'il aime vraiment, ce qui lui apporte la paix, et puis vive selon ça. Alors quand tu partiras d'ici, dit Pierre, je ne m'attends pas à ce que tu deviennes berger. Je ne m'attends même pas à ce que tu reviennes, bien que tu sois le bienvenu si tu le fais. Je m'attends seulement à ce que tu emmènes ce que tu as appris ici, et que tu le vives de quelque manière cela s'adapte à ta vie. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, innombrables et éternelles. Un météore traça le ciel, disparut en un instant. Quelque part au loin, un oiseau nocturne appela, son chant résonnant à travers les montagnes silencieuses. Et Luc comprit qu'il vivait un de ces moments dont Pierre avait parlé, pas dramatique, pas excitant dans le sens conventionnel, mais profondément significatif. Un moment qui resterait avec lui, qui le façonnerait, qui l'aiderait à comprendre qui il était et ce qu'il voulait de la vie. La montagne enseignait, comme elle l'avait toujours fait, patiente et éternelle, offrant ses leçons à quiconque était prêt à écouter. Acte 5, septembre et la descente. Les signes du changement étaient au milieu du mois d'août que Luc remarqua pour la première fois les changements subtils. Ils étaient si discrets qu'il aurait pu les manquer s'il n'avait pas appris à observer avec l'attention patiente que Pierre lui avait enseignée. Le matin était légèrement plus frais maintenant. La rosée sur l'herbe était plus épaisse, persistant plus longtemps après le lever du soleil. Quand il sortait de la cabane juste avant l'aube, son souffle formait de petits nuages de vapeur dans l'air, quelque chose qui n'arrivait pas en juillet, même aux heures les plus fraîches. Les fleurs changeaient encore. Les renoncules jaunes qui avaient dominé juillet commençaient à faner, leurs pétales dorés brunissants et tombant. À leur place venaient des fleurs d'automne, des astères violets, des gentianes tardives d'un bleu profond presque noir, des arnicas jaunes plus foncés que les renoncules printanières.
Les couleurs de la prairie se déplaçaient lentement du vert vif de l'aile, étaient vers des tons plus profonds, plus riches. Les oiseaux changeaient aussi. Certains des chants matinaux familiers disparaissaient, les oiseaux migrant déjà vers le sud, suivant leur instinct ancien. De nouveaux oiseaux apparaissaient, s'arrêtant brièvement dans la prairie pendant leur propre voyage vers le sud. Des volées d'oiseaux traversaient le ciel en formation en V, leurs appels portant à travers les montagnes. Les marmottes, qui avaient été si actives tout l'été, sortant fréquemment de leur terrier pour se nourrir et jouer, commençaient à disparaître. Pierre expliqua qu'elles se préparaient pour l'hibernation, mangeant autant qu'elles pouvaient pour accumuler de la graisse, puis se retirant dans leur terrier profond où elles dormiraient pendant les longs mois d'hiver. « Elles savent, » dit Pierre. « Elles sentent l'automne qui approche, même si l'air est encore chaud à midi, même si les fleurs fleurissent toujours. Leurs corps leur disent que le temps change, que l'hiver viendra. » Luc remarqua que la laine des moutons sains épaississait. Les brebis qui avaient semblé presque maigres dans la chaleur de juillet, leur laine était fine et clairsemée, développaient maintenant des manteaux plus épais. Leur corps se préparait pour les températures plus froides qui viendraient. Pas ici dans la haute prairie où ils ne resteraient pas, mais en bas dans la vallée où ils passeraient l'hiver. Les agneaux N étaient plus vraiment des agneaux. Ils avaient grandi pendant l'été, leurs jambes longues et fortes, leur laine épaisse, leur voix plus profonde. Ils tétaient encore parfois leur mère, mais principalement maintenant ils broutaient comme des adultes, indépendants et confiants. Et les étoiles. Pierre montra à Luc comment les constellations avaient changé de position. Les étoiles que Pierre avait montrées en juin, bas sur l'horizon du soir, étaient maintenant hautes dans le ciel nocturne. De nouvelles constellations apparaissaient à l'est, annonçant l'automne et ensuite l'hiver. Quand cette étoile, Pierre pointa une étoile brillante dans une constellation que Luc ne reconnaissait pas, et directement au-dessus de ce pic à minuit, il est temps de descendre. C'est ce que mon père m'a appris, et ce que son père lui a appris. Les bergers ont utilisé les étoiles comme calendrier pendant des siècles. Luc ressentit quelque chose se serrer dans sa poitrine en entendant cela. Il avait su, intellectuellement, qu'il ne resterait pas dans les montagnes pour toujours, que la transhumance était un cycle, monter en juin, descendre en septembre. Mais ces dernières semaines, il avait été si immergé dans le rythme intemporel de la vie de berger, qu'il avait presque oublié qu'il y avait un monde au-delà de cette prairie, qu'il y avait une vie qui l'attendait en bas. Maintenant, regardant cette étoile qui se déplaçait inexorablement vers sa position d'automne, il devait affronter la réalité que ce temps paisible, transformateur, hors du temps, approchait de sa fin. La préparation au début de septembre, Pierre dit « Nous descendrons dans une semaine. » Une semaine. 7 jours de plus de cette vie, avant de retourner au monde ordinaire. Luc sentit un mélange complexe, de émotions. Une partie de lui était reconnaissante. Il avait reçu ce dont il avait besoin, avait guéri des blessures qu'il n'avait même pas su qu'il portait. Une partie de lui voulait rester pour toujours, rester dans cette bulle protégée, loin de toute la complexité et du stress de la vie moderne. Une partie de lui était curieuse de voir comment il serait différent de retour en ville, comment ce qu'il avait appris se traduirait dans sa vie quotidienne. Les derniers jours prirent une qualité particulière, précieux parce qu'ils étaient comptés maintenant, chargés de l'adieu qui approchait. Luc se retrouva à faire chaque tâche avec plus d'attention, mémorisant les détails, voulant se souvenir. Il mémorisait le tintement exact des cloches dans l'air du matin, la façon dont la lumière traversait les brins d'herbe, les transformant en filaments d'or. Le poids du silence dans l'après-midi, chaud et lourd comme une couverture. Le froid aigu de l'eau du ruisseau sur ses mains. La texture de la laine de Marguerite quand il grattait sa tête. Le regard patient et sage de Bella quand elle surveillait le troupeau. Le goût du café de Pierre, fort et légèrement amer. L'odeur de la fumée de sa pipe mélangée au parfum des fleurs alpines. Il mémorisait les montagnes, chaque pic, chaque crête, chaque vallée, visible depuis leur prairie. La façon dont il changeait avec la lumière, gris sombre avant l'aube, doré au lever du soleil, verts et bruns à midi, violet au coucher du soleil, noire silhouette contre les étoiles la nuit. Il mémorisait le troupeau. Il connaissait maintenant chaque mouton par vue, par comportement, par le son de sa cloche. Marguerite avec son oreille pliée et son leadership calme. Le jeune bélier aventureux, qu'ils avaient commencé à appeler explorateur. La mère anxieuse et ses jumeaux d'eau du lait. La vieille brebis boiteuse qui broutait toujours à l'arrière. Les 2 sœurs inséparables.
le mouton paresseux qui trouvait toujours l'ombre. Ils commencèrent à préparer la cabane pour l'hiver. Ils la nettoyèrent soigneusement, balayant le sol, lavant les quelques plats et ustensiles, rangeant les couvertures dans un coffre pour les protéger des souris. Ils empilèrent du bois de chauffage à l'intérieur pour que s'il y avait une tempête d'automne tardive et qu'un autre berger ou un randonneur cherchait refuge, ils auraient de quoi se réchauffer. Pierre laissa des provisions de base, sel, café, huile, quelques conserves, dans les étagères. « On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de refuge, » expliqua-t-il. « Dans les montagnes, on s'entraide. Je laisse des provisions, et d'autres bergers font de même dans leurs cabanes. C'est une vieille tradition. » Il inspecta la structure de la cabane, réparant un endroit où les pierres S étaient légèrement déplacées, s'assurant que le toit était sûr, que la cheminée N n'était pas obstruée. « Elle doit survivre à l'hiver, dit-il. La neige sera profonde ici, peut-être 3, 4 mètres. Le vent sera féroce. La cabane doit tenir jusqu'à ce que je revienne au printemps. » Luc l'aidait, passant les pierres, tenant des outils, apprenant même cette partie de la vie de berger. Comment s'occuper des structures qui rendent possible la vie en montagne? Comment penser à l'avance aux besoins du futur soi? Comment honorer les cycles des saisons? Le dernier soir, Pierre sortit une bouteille de vin qu'il avait gardée, enveloppée dans son sac depuis juin. Pour marquer la fin de été, dit-il. Ils s'assirent dehors alors que le soleil se couchait, buvant lentement le vin dans des tasses métalliques, regardant le troupeau brouter paisiblement dans la lumière dorée du soir. Les moutons savaient aussi, d'une certaine façon, ils semblaient plus calmes qu'ordinaire, plus rassemblés, comme s'ils sentaient que le voyage vers le bas approchait. « 51 étés, dit Pierre doucement. Et chacun m'enseigne quelque chose de nouveau. Cet été, tu étais la leçon. » Luc le regarda, surpris. « Moi? Qu'est-ce que je t'ai appris ?» Pierre sourit. « Tu m'as rappelé ce que c'est de voir les montagnes pour la première fois avec des yeux neufs. De se souvenir pourquoi j'ai choisi cette vie. Parfois, quand tu fais quelque chose pendant 50 ans, tu oublies le miracle de cela. Ça devient juste. Normal. Mais te regarder découvrir tout. Les cloches, les étoiles, le silence, le troupeau, ça m'a aidé à le voir à nouveau comme c'est vraiment. Extraordinaire. » Il but une gorgée de vin. « Tu m'as aussi rappelé que ce que nous faisons ici a de la valeur, même dans le monde moderne, avec toute sa technologie et sa vitesse. Que le simple fait de ralentir, d'observer, d'être présent, c'est quelque chose que les gens ont encore besoin. Peut-être plus que jamais. » Le soleil toucha les sommets à l'ouest, transformant le ciel en un spectacle de couleurs, orange, rose, rouge, violet, se fondant en bleu profond puis en noir parsemé d'étoiles. Était le dernier coucher de soleil qu'il verrait depuis cette prairie cet été. « Demain, dit Pierre, nous descendons. Le voyage prendra toute la journée, peut-être un peu plus. Nous allons lentement avec le troupeau, les laissons brouter en chemin. Nous arriverons au village demain soir, ou le matin suivant. » Il regarda Luc. « Et puis tu retourneras à Lyon, à ta vie. Qu'est-ce que tu feras ?» Luc avait réfléchi beaucoup à cette question ces derniers jours. « Je ne sais pas exactement, » admit-il. « Je ne peux pas rester ici, aussi magnifique que ce soit, aussi paisible. Ce n'est pas ma vie. Mais je ne peux pas non plus retourner à la vie que je vivais avant. Cette personne. Elle n'existe plus. J'ai changé. »« Alors qui es-tu maintenant ?» demanda Pierre doucement. Luc réfléchit. « Quelqu'un qui sait comment ralentir. Quelqu'un qui a appris à observer, à être présent, à trouver la paix dans la simplicité. Quelqu'un qui comprend que la productivité n'est pas la même chose que le but, que l'occupation n'est pas la même chose que la plénitude. » Il regarda les étoiles qui commençaient à apparaître. « Je pense que je vais changer mon travail, faire quelque chose qui a du sens pour moi, même si c'est moins impressionnant sur le papier. Je vais vivre plus simplement, dépenser moins, avoir besoin de moins. Je vais faire des promenades, remarquer les choses, écouter le silence quand je peux le trouver. Je vais me souvenir des cloches, dit-il, utilisant les mots de Pierre de semaines auparavant. Me souvenir que les fleurs fleurissent en leur temps, pas dans le mien. Me souvenir qu'un berger ne vit pas seulement sur la montagne. Un berger vit avec un cœur de berger, où qu'il soit. » Pierre hocha la tête, satisfait. « Alors été t'a bien enseigné. Tu emmènes ce qui compte. Pas juste des souvenirs, mais une façon de voir, une façon d'être. Ça,
tu peux le garder pour toujours. » Ils restèrent assis tard dans la nuit, parlant peu, principalement juste assis ensemble en silence compagnonnable, écoutant les cloches et le vent, et le ruisseau, regardant les étoiles tourner dans leur danse éternelle. Était leur dernière nuit dans la prairie alpine. Demain, ils redescendraient dans le monde. Mais cette nuit, ils étaient encore ici, encore immergés dans la paix intemporelle de la montagne, encore connectés au rythme ancien que les bergers avaient connu depuis des millénaires. La descente l'aube arriva claire et froide. Il y avait eu du gel pendant la nuit, le premier de la saison, et l'herbe scintillait de cristaux de glace qui fondaient lentement à mesure que le soleil se levait. Pierre et Luc prirent leur petit déjeuner en silence, tous deux ressentant le poids du moment. Puis ils emballèrent leurs dernières affaires, fermèrent la cabane et rassemblèrent le troupeau. Les moutons semblaient savoir. Ils se rassemblèrent volontiers, se groupant naturellement dans la formation qu'ils utiliseraient pour descendre. Marguerite à l'avant, les brebis plus âgées suivant, les plus jeunes au milieu, le vieux bélier à l'arrière. Bella prenait sa position, prête à guider et à protéger. Avant de partir, Pierre fit quelque chose que Luc n'avait jamais vu. Il marcha jusqu'au mur de pierre de la cabane et plaça sa main dessus, paume à plat contre la pierre chaude de soleil. Il resta ainsi pendant un long moment, les yeux fermés, silencieux. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Luc doucement. Pierre ouvrit les yeux. « Je remercie la montagne. Pour elle, été, pour l'herbe, pour l'eau, pour le refuge, pour les leçons. C'est un rituel personnel, quelque chose que j'ai commencé il y a des années. Un moyen d'honorer cet endroit, de reconnaître la grâce de pouvoir passer du temps ici. » Il fit un geste vers la cabane. « Essaye. Dis merci, à ta manière. » Luc s'approcha du mur, plaça sa main contre la pierre. Elle était chaude, solide, éternelle. Il ferma les yeux et laissa les émotions venir. Gratitude pour ce que cet endroit lui avait donné, tristesse de partir, émerveillement devant la beauté de tout cela. « Merci, » murmura-t-il, « pour la paix, pour les leçons, pour m'avoir montré qui je pourrais être. » Ils se tinrent là ensemble un moment de plus, deux hommes, face à une cabane de pierre dans une prairie alpine, honorant quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Puis Pierre se retourna. « Allons-y » dit-il. Le troupeau commença à se déplacer, suivant le sentier familier qui descendait de la prairie. Luc prit un dernier regard en arrière. La cabane de pierre, la prairie d'herbe et de fleurs, les pics enneigés chez JS élevant tout autour, le ciel bleu infini au-dessus. Il mémorisa tout, gravant la scène dans son cœur. Puis il se retourna et suivit Pierre et les moutons sur le sentier descendant. La descente était différente de la montée. Ils allaient dans la direction opposée, bien sûr, mais ce était plus que cela. En montant, Luc avait été nerveux, incertain, déconnecté de tout ce qui l'entourait. En descendant, il était calme, confiant, profondément connecté, à Pierre, au troupeau, à la montagne elle-même. Il remarqua des choses qu'il avait manquées en montant. La façon dont certaines roches étaient usées plus lisses que d'autres, probablement de générations de moutons frottant contre elles. Les petits cairns de pierre au virage du sentier, construits par des bergers depuis longtemps partis, marquant le chemin. Les inscriptions gravées dans quelques roches, initiales, datent, certaines si vieilles qu'elles étaient à peine lisibles. Le troupeau descendait régulièrement, s'arrêtant de temps en temps pour brouter aux prairies qu'ils avaient traversées en montant. Les moutons semblaient contents, peut-être anticipant l'herbe plus verte de la vallée, peut-être simplement profitant du voyage lui-même. À midi, ils s'arrêtèrent dans la même prairie de mi-hauteur, où ils avaient déjeuné en montant. Luc s'assit sur le même rocher plat, mangea le même repas simple de pain et fromage. Mais il était une personne différente maintenant qu'il l'avait été ce jour de juin. Plus calme, plus centré, plus en paix avec lui-même. L'après-midi, ils continuèrent à descendre. Les mélèzes cédèrent la place au pin, les fleurs alpines aux fleurs de forêt. L'air se réchauffant, à mesure qu'ils perdaient de l'altitude. Ils commencèrent à voir des signes de civilisation, un sentier de randonnée bien balisé croisant leur chemin de berger, le bourdonnement lointain d'une voiture sur une route, des lignes électriques traversant une vallée. Vers le soir, ils pouvaient voir le village en dessous. Saint-Véran avec ses maisons de pierre et ses toits de lauze, serrés dans la vallée comme un troupeau de moutons se blottissant pour se réchauffer. De la fumée montait de quelques cheminées. Des lumières commençaient à s'allumer alors que le crépuscule approchait. Ils atteignirent le village juste alors que le soleil se couchait. Les moutons entrèrent dans leur enclos familier, se dispersant pour boire à l'auge, brouter le foin qui avait été laissé pour eux.
Ils semblaient contents d'être de retour, même si la prairie alpine devait leur manquer. Bella se coucha près de l'enclos, son travail pour la journée terminé, mais toujours vigilante, toujours en service. Pierre et Luc se tinrent ensemble dans la lumière déclinante, regardant le troupeau s'installer. 80 moutons, tous en bonne santé, tous rentrés en sécurité de l'aile, étaient en montagne. Une autre transhumance complétée avec succès, une autre saison du cycle éternel. « Tu as fait du bon travail cet été, » dit Pierre. « Tu es devenu un vrai berger, même si tu ne le seras jamais professionnellement. Tu as appris à observer, à être patient, à prendre soin. Tu as appris le langage de la montagne. » Il sortit quelque chose de sa poche, une petite cloche de mouton, en bronze, avec un son doux et clair quand elle bougeait. « Je veux que tu aies ça, » dit-il. Elle vient d'une vieille brebis qui est morte il y a quelques années, une bonne brebis, sage, comme Marguerite. Quand tu entends cette cloche, souviens-toi. Souviens-toi que la paix n'est pas un lieu, c'est un rythme. L'Anetiou, été alpin, t'a appris comment vivre au rythme de la paix. Ne perds pas ça. Luc prit la cloche, la tenant avec précaution. Elle était lourde, solide, belle dans sa simplicité. Quand il la bougea, elle tinta doucement, un son qui le ramena immédiatement à la prairie alpine, au matin dans la rosée, au soir sous les étoiles. « Je ne la perdrai pas, promit-il, et je ne perdrai pas ce que tu m'as enseigné. » Ils se serrèrent la main, puis Pierre le tira dans une étreinte brève mais chaleureuse. « Va avec paix, dit Pierre. Et si tu as à nouveau besoin de la montagne, tu sais où me trouver. Chaque été, je suis là-haut. » Acte 6. La sagesse du départ, le retour à Lyon. Le lendemain matin, Luc prit le bus de Saint-Véran vers la ville la plus proche, puis le train vers Lyon. Le voyage qui l'avait amené ici en juin, fuyant, désespéré, épuisé, était maintenant inversé. Mais il était une personne différente qui faisait le voyage. Dans le bus, il regardait par la fenêtre les montagnes qui s'y éloignaient. Quelque part là-haut, au-delà de la vue, se trouvait la prairie alpine où il avait passé la Yèle. Été. Pierre serait là-bas demain, recommençant le cycle, soignant ses moutons, observant les saisons, vivant dans le rythme patient que les bergers connaissaient depuis des siècles. Dans le train, il sortit la cloche de son sac et la tint, la faisant tinter doucement. Les autres passagers le regardèrent avec curiosité. Un jeune homme bronzé par le soleil, plus mince qu'en juin mais plus fort aussi, tenant une cloche de mouton et souriant à un souvenir privé. Quand le train entra dans Lyon, Luc ressentit le contraste viscéralement. Le bruit, tant de bruit, après des mois de silence de montagne. Les voitures klaxonnant, les gens parlant fort dans leur téléphone, les annonces de la gare hurlant des informations, la musique échappant des magasins, le grondement constant de la circulation. Les foules, tant de gens, tous se pressant quelque part, visages tendus par le stress et la hâte, personne ne regardant vraiment les autres, tout le monde perdu dans leur propre monde. La vitesse, tout bougeant si vite, personne ne s'arrêtant, personne n'observant, personne étant juste présent. Cela aurait pu être accablant. En juin, cela l'aurait été. Il se serait immédiatement senti pris dans la frénésie, attiré dans le tourbillon de l'anxiété et de la précipitation. Mais maintenant, il avait les outils que Pierre lui avait enseignés. Il s'arrêta au milieu de la gare, ferma les yeux brièvement et respira. Profondément. Lentement. Comme il l'avait fait 1000 fois assis sur son rocher dans la prairie alpine, regardant les moutons brouter. Il ouvrit les yeux. Le chaos était toujours là, mais il ne le touchait pas de la même façon. Il pouvait être en lui sans être de lui. Il pouvait observer sans être emporté. Il marcha lentement jusqu'à la sortie de la gare, pas pressé, pas tendu, juste marchant à son propre rythme. Les gens se pressaient autour de lui, mais il maintenait son rythme calme. Quelqu'un le heurta, marmonna une excuse irritée. Il sourit simplement, écarta. « Souviens-toi des cloches, pensa-t-il. Souviens-toi du rythme. » La transformation. Les jours suivants furent une période d'ajustement. Luc retourna dans son appartement, qui semblait soudainement trop plein de choses, trop encombré, trop artificiel après la simplicité de la cabane de Pierre. Il passa un week-end à trier, donnant ou jetant la moitié de ses possessions. Il n'avait pas besoin de temps. Il retourna au travail, le même bureau, les mêmes collègues, mais tout semblait différent. Les réunions qui avaient semblé si urgentes en juin semblaient maintenant moins importantes. Pas sans importance, mais pas dignes de l'anxiété et du stress qu'elles généraient. Ses collègues remarquèrent le changement. « Tu sembles différent, » dit l'un d'eux. Plus calme. « Qu'est-ce qui s'est passé cet été »
J'ai passé du temps avec les moutons, dit Luc simplement. Ils rirent, pensant que Xar était une blague. Il les laissa penser ça. Comment pourrait-il expliquer ce qui était vraiment passé? Comment pourrait-il décrire le silence de la montagne, la patience nécessaire pour observer un troupeau pendant des heures, la paix trouvée dans la répétition de tâches simples? Il ne pouvait pas. Alors il ne le faisait pas. Il vivait simplement différemment, et ceux qui voulaient comprendre le pouvaient, et ceux qui ne le voulaient pas. Ce N était pas grave. Il changea ses habitudes de travail. Au lieu d'arriver tôt et de rester tard, essayant toujours de prouver sa valeur par elle, épuisement, il travaillait ses heures régulières puis partait. Il prenait ses pauses déjeuner complètes, sortant marcher dans un parc proche, trouvant un banc tranquille, observant les oiseaux et les arbres avec la même attention qu'il avait apprise en observant les moutons. Il se déconnectait de son téléphone le soir et les week-ends. Au début, était difficile. L'anxiété de manquer quelque chose, l'habitude de vérifier constamment. Mais il persistait, se rappelant les mois passés sans aucun téléphone, sans aucun écran, et combien cela avait été libérateur. Il commença à aller dormir plus tôt, à se réveiller plus tôt, laissant son corps suivre le soleil, comme il avait appris à le faire dans les montagnes. Il découvrit qu'il aimait les matins, le calme de la ville avant que la plupart des gens ne soient réveillés, l'opportunité de s'asseoir avec du café et de simplement être, sans agenda. Il commença à cuisiner des repas simples, pain, fromage, légumes, rien de fancy, mais frais et nourrissant. Il mangeait lentement, savourant chaque bouchée, se rappelant les repas dans la cabane de montagne, où la nourriture était simple, mais goûtait mieux que les repas de restaurants compliqués. Et chaque nuit, avant de dormir, il prenait la cloche de mouton de sa table de nuit et la faisait tinter doucement. Le son le ramenait immédiatement à la montagne. Il pouvait presque sentir le vent, entendre le ruisseau, voir les étoiles. « Souviens-toi du rythme », pensait-il. « Souviens-toi de la paix, la nouvelle direction. » Après quelques semaines de retour, Luc prit une décision. Il ne pouvait pas continuer son ancien travail. Cela n'avait plus de sens pour lui, ne s'alignait plus avec ce qu'il avait appris sur ce qui comptait vraiment. Il donna sa démission. Ses collègues furent choqués. Il était bon dans son travail, sur la voie de la promotion, gagnait bien sa vie. Pourquoi partir? J'ai besoin de faire quelque chose qui compte, dit-il. Pas juste pour un chevaux ou un compte bancaire, mais qui compte vraiment. Pour moi. Il ne savait pas encore exactement ce que ce serait. Mais il faisait confiance que s'il suivait la sagesse qu'il avait apprise dans les montagnes, s'il restait fidèle à ce qu'il avait découvert sur lui-même, le chemin éclaircirait. En attendant, il vivait simplement. Il avait des économies de ses années de travail, assez pour vivre modestement pendant plusieurs mois pendant qu'il trouvait sa voie. Il ne se précipitait pas dans une nouvelle décision. Il était assis patiemment à regarder les moutons pendant des heures, il pouvait s'asseoir patiemment avec sa propre vie, laisser les réponses venir en leur temps. Il commença à faire du bénévolat dans un jardin communautaire, travaillant avec la terre, plantant, étendant et récoltant, trouvant quelque chose de similaire à la satisfaction simple qu'il avait trouvée à s'occuper du troupeau, prendre soin de choses vivantes, les observer grandir, être patient avec les processus naturels. Il commença à écrire, pas professionnellement, juste pour lui-même, capturant ses souvenirs de l'aile, été en montagne, explorant ce qu'il avait appris, essayant de mettre en mots les leçons que Pierre lui avait enseignées. Et il commença à planifier son retour. Parce qu'il savait, avec une certitude profonde, qu'il retournerait. Peut-être pas pour rester, sa vie était à Lyon, au moins pour l'instant, mais pour visiter, pour se reconnecter, pour se souvenir. Chaque été, Pierre avait dit « Je suis là-haut ». Luc savait qu'il y retournerait. Elle était prochain, il ferait le voyage à nouveau, montrait le sentier de Pierre, aiderait à conduire le troupeau vers les hauteurs, passerait du temps dans le silence de montagne qui avait si profondément changé sa vie. Les montagnes l'appelleraient toujours. Une partie de lui vivrait toujours là, dans cette prairie alpine, avec les cloches des moutons et les étoiles innombrables, et la sagesse patiente d'un vieux berger qui savait comment vivre en paix. Épilogue intérieur. Un an passa. Luc trouva son nouveau chemin, travaillant pour une organisation à but non lucratif environnemental, aidant à protéger les espaces sauvages comme ceux qu'il avait guéris. Le travail ne payait pas aussi bien que son ancien emploi, mais il se réveillait chaque jour sentant que ce qu'il faisait avait du sens, avait un but au-delà juste de gagner sa vie. Il vivait simplement, dans un appartement plus petit, avec moins de possessions mais plus de paix. Il marchait souvent, trouvant de la nature même au milieu de la ville. Parcs, berges de rivières, même juste arbres poussant le long des rues. Il les remarquait maintenant,
ces touches de verre, ces signes de vie naturelle persistant au milieu du béton. Il maintenait ses nouvelles habitudes, se coucher tôt, se réveiller avec le soleil, se déconnecter de la technologie régulièrement, manger simplement, bouger lentement quand tout le monde autour de lui se précipitait. Les gens remarquaient. Certains pensaient qu'il était étrange. Pourquoi refuserait-il de se presser, de stresser, de s'inquiéter comme tout le monde? Mais d'autres étaient attirés par son calme, par la paix qu'il semblait porter. Il posait des questions. Il partageait ce qu'il pouvait. « J'ai passé un été avec un berger », disait-il. Il m'a appris à ralentir, à observer, à être présent. Il m'a appris que la paix n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on devient. Et chaque nuit, avant de dormir, il prenait la cloche et la faisait tinter doucement. Le son n'avait jamais perdu son pouvoir. Il le ramenait toujours instantanément à la montagne, au troupeau, aux leçons que Pierre lui avait enseignées. Quand juin arriva à nouveau, Luc prit congé de son travail. Il prit le train jusqu'à Nîmes, à la montagne, le bus jusqu'à Nîmes, à Saint-Véran. Il arriva un jour avant que Pierre ne soit censé monter avec le troupeau. Le vieil homme était dans l'enclos, vérifiant ses moutons, se préparant pour la transhumance du lendemain. Quand il vit Luc, son visage buriné se fendit d'un large sourire. « Tu es revenu » dit Pierre simplement. « Je suis revenu » confirma Luc. « Tu as dit que je pourrais. »« Et tu resteras l'été ?»« Si tu veux de l'aide ?» Pierre hocha la tête, satisfait. « Il y a toujours besoin d'aide ?»« Et tu es bon avec les moutons maintenant. Tu connais le rythme. » Le lendemain matin, ils montèrent à nouveau. Pierre, Luc, Bella et les 80 moutons, suivant le sentier de pierre ancien vers la prairie alpine. Le voyage était familier maintenant pour Luc, mais non moins beau. Les mêmes mélèzes, les mêmes prairies de fleurs, les mêmes sommets enneigés élevant contre le ciel. Quand ils atteignirent la cabane, quand Luc vit à nouveau la prairie qu'il avait rêvée pendant 1 an, il ressentit quelque chose se détendre profondément en lui. Une tension qu'il n'avait même pas réalisé qu'il portait depuis son départ. Il était à la maison. Pas pour toujours. Sa vie était en bas, dans la vallée, dans la ville. Mais pour cet été, pour ces mois, il était à la maison. Cette nuit-là, assis sous les étoiles familières, écoutant les cloches familières, Pierre dit « Tu as bien fait, en bas, en ville. Tu n'as pas perdu ce que tu as appris ici. Tu l'as gardé, l'as vécu. » « J'ai essayé, » dit Luc. « Ce n'est pas toujours facile. La ville tire vers son propre rythme. Rapide, pressé, anxieux. Mais je me souviens. Je me souviens des cloches. » Pierre hocha la tête. C'est tout ce qu'on peut faire. Se souvenir. Revenir au centre encore et encore quand la vie nous tire ailleurs. C'est la pratique. Pas la perfection, mais la pratique. Ils restèrent assis en silence, regardant les étoiles tourner lentement dans leur danse éternelle. Quelque part dans l'obscurité, un mouton bêla doucement. Un autre répondit. Le vent soufflait à travers l'herbe avec son murmure constant. Et Luc sut que peu importe où la vie le mènerait, peu importe quel défi il affronterait, il aurait toujours ceci, ce souvenir, cette connaissance, cette capacité à revenir au rythme de la paix. La sagesse du berger N n'était pas de vivre dans les montagnes. C était de porter la montagne dans son cœur, où qu'on aille. Réflexion finale. Les montagnes se dressent, éternelles et immuables, témoins silencieux de générations innombrables de bergers qui ont conduit leurs troupeaux vers les hauteurs. Les saisons tournent, juin apporte la montée, septembre apporte la descente, l'hiver apporte le repos, le printemps apporte le renouveau. Encore et encore, le cycle continue, aussi ancien que les montagnes elles-mêmes. Les moutons broutent dans les prairies alpines, leurs cloches tintant doucement dans l'air pur. Les étoiles tournent dans le ciel nocturne, suivant leurs propres chemins éternels. Le vent souffle à travers les herbes, portant avec lui le parfum des fleurs sauvages et de la pierre et de la neige distante. Et les bergers observent, patients et présents, vivant dans le rythme que les montagnes leur enseignent. Ralentir. Observer. Être présent. Faire confiance au processus. Lâcher le besoin de contrôler. Accepter ce qui est. Cette sagesse n'appartient pas seulement aux bergers. Elle appartient à quiconque est prêt à écouter, à l'apprendre, à la vivre. Dans un monde qui devient toujours plus rapide, plus bruyant, plus exigeant,
la sagesse du berger offre un antidote. Pas de échapper, parce que nous ne pouvons pas tous vivre dans les montagnes, mais de se souvenir, de porter la paix avec nous, de vivre à son rythme, même au milieu du chaos. La paix n'est pas un lieu qu'on trouve, c'est un rythme qu'on apprend à suivre. Elle, été alpin enseigne ce rythme, le rythme du soleil levant et se couchant, le rythme des moutons broutant et se reposant, le rythme des saisons changeant. Le rythme du cœur battant calmement dans un corps qui sait comment être immobile. Et quiconque apprend ce rythme peut le porter pour toujours, un cadeau des montagnes éternelles, un cadeau de la sagesse du berger, un cadeau de simplicité et de silence et d'observation patiente. Puisse cette sagesse apporter un sommeil doux, un repos de montagne, et l'aile, éveil clair du matin. Les cloches tintent doucement dans la prairie alpine. Les étoiles brillent dans le ciel sans fin. Le berger veille paisiblement, présent dans chaque moment. Et tout est bien. Tout est en paix. Tout est comme il doit être. Que vous dormiez dans le silence de la montagne ce soir, porté par le rythme doux des cloches des moutons, bercé par le vent dans l'herbe. Gardé par la présence éternelle des sommets qui se dressent contre les étoiles. Bonne nuit. Dormez paisiblement. Et réveillez-vous rafraîchis, portant avec vous la sagesse du berger. Que la paix ne vient pas d'avoir tout, mais d'être pleinement présent avec ce qui est. Les montagnes vous bénissent. Le silence vous guérit. Les étoiles veillent sur votre repos. Bonne nuit.